Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce dossier de Tech Café, un dossier en 3 parties. Ça va être le premier épisode là qu'on va aborder ensemble. Évidemment, vous l'avez compris, on va parler d'intelligence artificielle et de robotique. Vous l'avez vu au travers du titre évidemment. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver l'auteur de ces dossiers et celui qui va nous éclairer notamment là dans cet épisode sur une partie un peu historique. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah oui, mais ça va très bien moi. Bon, merveilleux. On a donc 3 épisodes assez complets, donc c'est vraiment un dossier phare que vous allez pouvoir retrouver, sur lequel vous allez pouvoir vous référer et peut-être les écouter plusieurs fois, j'imagine, je l'espère en tout cas, et que vous allez apprendre plein de choses avec un ton relativement cool, comme vous avez l'habitude de les écouter dans Tech Café. Vous connaissez la formule désormais, vous savez aussi à quel point vous pouvez nous soutenir, parce qu'on vous met à disposition ce contenu gratuitement, évidemment, hein, et c'est un contenu, je pense, plutôt de qualité que vous ne retrouvez pas ailleurs. Si jamais l'envie vous en prend et si vous en avez surtout les possibilités, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos pour retrouver et savoir comment nous soutenir financièrement pour la production des épisodes. Et puis si vous souhaitez discuter autour du contenu de cet épisode, vous pouvez nous retrouver sur Discord, techcafé.fr/Discord. J'en profite vraiment, peut-être plus que pour les autres épisodes. Si jamais vous avez envie, au fil de l'écoute là dans l'heure qui va suivre, envie d'aller voir les références, plus que jamais, allez sur l'article qui accompagne la publication de cet épisode sur techcafé.fr, parce que vous aurez toutes les références, tout est cliquable. Guillaume vous a tout bien préparé et rédigé, et donc vous aurez les éléments auxquels il se réfère. Et évidemment, on compte aussi beaucoup sur vous pour partager cet épisode autour de vous, le faire connaître. Ça peut être sur les réseaux sociaux, j'imagine bien le petit post LinkedIn pour dire « Regardez, Guillaume Poggiaspala vous a préparé une fois de plus un dossier assez complet, allez vite l'écouter. » Et puis auprès de vos proches, évidemment, de vos collègues, de vos amis. Et ultime souhait de notre part, si vous pouviez dire tout le bien que vous pensez de Tech Café sur les apps de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou à travers d'étoiles sur Spotify, on vous en sera gré. Je vais y arriver. Pour la petite anecdote, c'est la première fois qu'on enregistre, je crois, Guillaume, 2 jours, hein, non enfin, en tout cas, on a c'est très très rare. C'est très rare. Déjà arrivé, mais c'est très très rare. Oui. C'est très rare. Écoutez, exception faite. Écoute, sans autre forme de procès, Guillaume, allons-y. Tu voulais commencer par nous parler de ce que tu as présenté comme étant le fantasme éternel. Oui, c'est vrai qu'on parle tellement d'IA en ce moment que je voulais faire des épisodes spéciaux vraiment pour approfondir le truc, voire des trucs vraiment techniques, hein, des épisodes vraiment techniques sur le sujet, on regarderait vraiment en détail comment fonctionnent tous les algorithmes, etc. Et finalement, il y en aura, tout à fait, ils sont quasi prêts, hein, il y en aura 2 assez gros, je pense, mais ce sera pas celui-ci parce que voilà, ça va attendre un petit peu. J'avais aussi envie de revenir sur l'historique de ces domaines qui nous paraissent ultra modernes, que sont donc l'intelligence artificielle et la robotique, et finalement qui sont pas si modernes que ça, qui sont un peu éternels effectivement. Donc dans cet épisode, on va se la jouer un petit peu France Culture, tu sais, et en particulier concordance des temps. J'aimerais que ça s'écrive quand même plutôt la concordance des temps, tu vois, comme détente. Ouais, on devrait rester détente, au calme, on va pas se cosy. stresser non plus. Très bien. Voilà, faut pas se stresser. La concordance, on va essayer de se détendre avec. D'ailleurs, j'ai pas voulu faire une chronologie stricte, genre voilà, en 1952, il y a machin qui monte tel truc, gna gna gna. Ce qui aurait pas été très radiophonique en fait. Ouais, et puis bon, surtout, on va faire en fait des allers-retours un petit peu dans le temps comme ça, autour de grandes thématiques qui nous paraissent donc très modernes, et très récentes, mais qui sont intemporelles. Alors, en réalité, depuis toujours, on a envie de créer des machines qui imitent la nature et aussi notre nature, nos facultés en particulier. On rêve depuis toujours de créer des machines autonomes, c'est-à-dire des robots, hein, ou des machines qui fassent des choses qu'on pensait réservées aux humains. Et donc oui, ça semble être un fantasme éternel. C'est pour ça qu'on va commencer quand même à faire une toute petite revue, pas du tout exhaustive, mais de l'IA et des robots dans la fiction. Parce que ça remonte vachement loin en fait. C'est le robot fictionnel le plus ancien qu'on connaisse, c'est peut-être Talos. Talos, c'est le géant de bronze, et c'est vraiment un robot. Alors, il a été construit par Héphaïstos, donc on est dans la mythologie grecque, hein. Mais Héphaïstos, le dieu de la forge, de la métallurgie, de la mécanique, voilà, et c'est une sorte d'énorme automate qui fait le tour de l'île de Crète 3 fois par jour. Donc il fait des rondes, et il défonce tout ce qui tente d'entrer sur le royaume de Minos, hein. Et on peut le voir au cinéma, d'ailleurs, dans le vieux film Jason et les Argonautes, donc c'est un vieux film de 63. Donc il pouvait balancer des rochers sur la tronche de ses ennemis, il pouvait aussi se chauffer dans le feu et cramer les ennemis en les prenant, en les pressant contre son corps, comme ça. Donc Talos, il est plus simple qu'un humain. Donc il a une seule veine, et dans cette veine, il coule le liquor, ou lichor, je ne sais pas trop bien comment on dit, c'est le sang des dieux, et c'était bouché par un clou, et c'est comme ça que Médée, d'ailleurs, qui va enlever le clou, elle va réussir à battre Talos comme ça, en enlevant le clou, et voilà, le sang s'écoule.
Donc c'est vraiment un robot divin, un petit peu, comme ça, parce que sa vie lui a été insufflée par les dieux. Ça rappelle aussi le mythe du golem. Donc le golem, c'est un être humanoïde, fait d'argile, et qui est aussi animé par Dieu à la suite d'un rituel. Donc c'est un truc complètement... c'est un rituel... donc c'est la mystique juive, voilà, et c'est sans doute très ancien aussi. Mais la légende la plus connue, ça date du XVIe siècle. C'est un rabbin de Prague qui aurait créé un golem pour défendre des juifs du ghetto. Donc c'est aussi une sorte de robot, une sorte de robot mystique, qui peut avoir sa propre intelligence, et qui peut d'ailleurs en faire qu'à sa tête, hein. Donc après il faut maîtriser son golem après l'avoir créé. Et apparemment c'est ça le plus compliqué. Donc ça c'est les robots mystiques, mais même après, au Moyen-Âge, on a aussi des robots. On a aussi des robots au Moyen-Âge, non seulement dans les fantasmes du Moyen-Âge, mais au-delà. Enfin, on va voir ça. Et en Occident, on rêve de robots très tôt aussi. Et la preuve, c'est qu'il y en a dans la légende arthurienne. Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Dans la légende du roi Arthur, il y a des robots, précisément dans l'histoire de Lancelot. Donc Lancelot, c'est le chevalier de la table ronde qui est amant de Guenièvre qui est la femme du roi Arthur. Et donc, dans un des épisodes de cette série médiévale à succès, c'était un petit peu le trône de fer de l'époque, Lancelot pénètre dans un château maléfique, le château de la Douloureuse Garde, et dedans, il doit affronter des chevaliers de cuivre pour arriver dans une pièce où il y a une femme de cuivre, et elle détient des clés, et les clés d'une boîte qui contient 30 tubes de cuivre qui crient, des tubes qui crient, et Lancelot s'endort, et à son réveil, les robots de cuivre sont désactivés. Donc, c'est des androïdes, tout simplement. Il y a des androïdes dans la légende arthurienne. Il y a des enfants qui sont aussi faits d'or et d'argent. Et c'est pas étonnant parce qu'en réalité, au Moyen-Âge, on fabrique plein d'automates. Au fur et à mesure que la technique mécanique se perfectionne, on crée une multitude d'animaux, d'humains, de démons mécaniques. Et on les utilise aussi pour faire le show, pour épater la galerie. Et ça, parce que ça fascine, ça fait peur, et puis ça interroge aussi sur la nature du vivant. Parce que ça bouge tout seul, c'est fascinant, ça bouge tout seul. Donc si ça bouge tout seul, comme quelque chose qui est vivant, est-ce que c'est pas un peu vivant ? Tu vois, à cette époque, la technologie, la philosophie, le mysticisme, tu vois, la magie, tout ça, ça se mélange un peu. Et bon, on va revenir un peu plus loin sur les automates, parce que c'est vraiment fascinant, on va en faire une grosse section. Mais voilà, quoi, il y a vraiment donc cette évolution de l'imaginaire du robot et de l'artificiel comme ça qui avance un peu avec la technologie, quoi. Hein. Quand tu parlais de Talos, quand tu m'as fait découvrir là tout à l'heure Talos, que je t'écoutais, une des premières questions que j'ai voulu te poser, j'ai bien fait de pas te couper puisque tu as répondu tout seul après, c'est est-ce qu'il y avait des explications de son fonctionnement ? Mais tu l'as dit, du coup tu l'as décrit, et je regardais un petit peu des représentations qu'il pouvait y avoir. Alors tu nous as mis en lien un élément qui est très récent, très graphique, façon dessin animé de Talos, mais quand on regarde les représentations qu'il y a de Talos originales, on a des représentations qui sont très humaines en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de la construction de l'être Talos, qui est expliqué dans la mythologie, sa représentation graphique est vraiment très humaine, et je pense pas qu'on puisse le différencier visuellement dans sa représentation d'un humain classique. Donc, on voit quelque part, c'était une approche dans le cas de Talos, un être qui n'est pas humain, mais la représentation pourrait être confondue avec celle d'un humain, si je dis pas de bêtises, en fait. Dans sa c'est vraiment un androïde, c'est-à-dire que c'est fait à l'image des humains, mais c'est pas vraiment humain. C'est comme les golems d'ailleurs. Les golems aussi, c'est des trucs, ça ressemble à des humains, mais ce sont pas des humains. Et bon, après, il y a toute une mystique autour. C'est un golem. Enfin, golem, c'est créé par des gens, c'est pas créé vraiment par Dieu, même si c'est Dieu qui insuffle le souffle de vie, tout ça. Mais oui, c'est vrai que c'est des robots androïdes, effectivement. Mais puisqu'on parle de robots androïdes, justement, de robots humanoïdes, finalement, si on reprend un peu notre historique et qu'on dépasse le Moyen-Âge pour arriver vers la Révolution industrielle, à la Révolution industrielle, on a tout un tas de nouveautés technologiques importantes qui arrivent, dont l'électricité. C'est aussi les débuts de l'électricité. Et du coup, la fiction va s'adapter à ça, puisque la créature de Frankenstein, ce n'est ni plus ni moins qu'un robot biologique. C'est un être artificiel qui a sa propre intelligence, aussi, et donc c'est une intelligence artificielle, quelque part, tu vois. Mary Shelley écrit Frankenstein en 1818, et c'est pendant une période où on est complètement fasciné par l'interaction entre la biologie et l'électricité, par les tissus biologiques et l'électricité. Tu sais, on anime des pattes de grenouille comme ça, avec des décharges électriques, et donc ça bouge, évidemment. C'est fascinant, on commence à penser qu'on pourrait réanimer des tissus morts. En fait, on a même essayé de carrément réanimer des morts à l'époque. Il y a Giovanni Aldini qui l'a tenté plusieurs fois, en public même. Bon, a priori sans succès, je pense qu'on le saurait, mais bon, il a essayé.
Non, mais quand donc, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui pourrait cette année, il y a des infos à écouter Tech Café Hebdo, mais où on nous dit commencez à télécharger tout ce que vous avez sur vos parents, vos grands-parents, parce que cette année on pourrait reconstituer leur conscience avec de l'intelligence artificielle. Donc il y a des choses très très fumeuses qui se font, mais cette approche de faire vivre des morts au travers de la technologie, tu l'illustres bien là, elle est pas récente du tout, quoi. non, c'est pas récent du tout, effectivement. Avec l'électricité, d'ailleurs, il y a aussi la machine à vapeur qui arrive en force un petit peu partout dans ces années 1800. Et donc, les robots deviennent des robots à vapeur. Et un des premiers du genre à avoir un succès populaire, c'est l'homme à vapeur des prairies, en 1868. C'est assez marrant parce que cet androïde à vapeur a un espèce de gros ventre et un haut de forme. Donc c'est vraiment, il a vraiment la tête de l'époque, quoi. C'est un robot qui est inventé par Johnny. Johnny, c'est un petit génie de la mécanique qui part avec son robot à l'aventure vers les prairies de l'Ouest américain. Et donc voilà, il va aider des mineurs en chemin, il va chasser des Indiens, bien entendu. Vrai robot, là. Ce type de récit à base de jeunes inventeurs géniaux là, qui est, ça, c'est, tu vois, les gamins inventeurs géniaux, c'est un genre à part entière dans ces années-là. Et on appelle ça les Edisonades, en référence à Thomas Edison, donc l'inventeur star, voilà, c'était la rockstar de l'époque, quoi. Et donc d'ailleurs, il y a une autre Edisonade très célèbre à l'époque, hein, qui met en scène ce qui est peut-être le premier Gundam. Et le premier Gundam, c'est la grande autruche noire. Donc cette fois, c'est Electric Bob. Donc Electric Bob, c'est un autre petit génie de l'électricité, cette fois, qui fabrique une autruche de 9 mètres qu'on peut utiliser pour parcourir le sud-ouest américain. Elle a une grosse batterie, elle va à 60 km/h. Et on ne craint pas les serpents avec, parce que voilà, forcément, t'es à 9 mètres. Et en plus, elle est blindée, équipée d'une mitrailleuse Winchester. Donc c'est officiel. Le premier Gundam date de 1893. Alors vous me direz que ces robots sont pas intelligents, c'est vrai, mais des philosophes réfléchissent depuis déjà longtemps à l'idée d'une intelligence artificielle. Il y a Hobbes, en 1651 quand même, hein, qui compare déjà le corps humain à une mécanique. Il dit que la vie n'est qu'un mouvement de membres dont la raison vient du dedans. Pourquoi alors ne pas considérer qu'un automate qui bouge par des effets venant de son propre dedans à lui, hein, ne pourrait pas être une vie artificielle? Il y a mieux que ça, pour Hobbes, un homme qui réfléchit fait des calculs. Il assimile la réflexion à des calculs, des manipulations symboliques qui sont analogues à de l'arithmétique. Or, à son époque, il y a déjà des machines à calculer mécaniques. Donc il y a déjà des machines qui reproduisent une faculté humaine, qui est le calcul, et théoriquement, rien ne s'oppose à ce que ça aille beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, Leibniz, donc après, hein, vers 1714, avait aussi des idées très modernes. Il imaginait une énorme machine, grande comme un moulin, capable de penser et de ressentir. Il imaginait aussi que si on entrait dans ce moulin, on y verrait qu'une multitude de rouages, des mécaniques comme ça, et on pourrait pas voir quoi que ce soit qui explique ou qui évoque une perception ou une émotion. La conscience du moulin, elle serait une propriété émergente de cet ensemble, tu vois. Et donc, il y avait déjà cette idée-là. Et en ce qui concerne ces thématiques-là, dans la littérature, donc dans la littérature de fiction, on a par exemple TikTok. Et oui, TikTok, déjà. En 1907. 1907, il y a TikTok qui faisait parler de lui déjà. Bon, en fait, souvent, c'est traduit en tic-tac, parce que c'est un robot du roman Ozma au pays d'Oz, et c'est un robot qu'il faut remonter régulièrement. Donc, c'est un robot mécanique, il faut le remonter. Et il est séparé en 3 blocs. Il a un bloc pensée, un bloc action et un bloc parole. Donc si un des éléments n'est pas remonté, il marche pas. Donc il peut très bien penser mais pas parler, ou bien il parle mais ça n'a pas de sens, etc. Donc Tic Tac, c'est un robot et il est conscient d'être un robot. L'auteur le veut sans émotion. Il est intelligent, mais il réagit pas comme un humain. Donc ce qui pose déjà la question de qu'est-ce qui nous différencie entre les robots et nous, déjà, tu vois, en 1907. Et à partir de là, finalement, les robots dans la fiction seront de plus en plus complexes, de plus en plus humains, finalement, hein. Et le mot lui-même, d'ailleurs le terme robot, donc il apparaît dans une pièce de théâtre qui s'appelle Roer. Roer, c'est pour Rossum Universal Robots. La pièce date de 1920, elle a été écrite par Karel Čapek, et le mec est tchécoslovaque, hein. Et robot, ça vient du tchèque robota, qui veut dire corvée. C'est assez connu, je dirais. Et donc dans Roer, donc les robots de cette pièce, Roer, sont des humains artificiels. Et donc ils sont créés pour faire le boulot des humains, et ils s'interrogent sur leurs droits, ces humains artificiels, ces robots. Et de toute façon, ils se révoltent, et ils défoncent la race humaine. Bon, après, c'est dommage pour eux, ils peuvent pas se reproduire. Donc, du coup, donc une extinction garantie, sauf pour 2 robots en particulier, donc il y a une sorte d'Ève robot et d'Adam robot, peut-être, hein, ce genre de truc. En tout cas, Roer a un immense succès.
Il est encensé par la critique, c'est une pièce qui sera traduite en 30 langues, qui passera partout, qui passera en France d'ailleurs en 1924, et ça aura une influence énorme, et ça résonne encore jusque dans Blade Runner, clairement. Enfin, je veux dire, les humains artificiels, comme ça, ça fait vraiment penser à ça. Nous, ça nous fait penser à Blade Runner dans les années 80, mais finalement, voilà, ça fait écho à Roar dans les années 20, c'est assez dingue. Et en fait, c'est pas le seul blockbuster, on va dire, de science-fiction, puisqu'en 1926, on a droit à Metropolis aussi, qui est un film de SF très politique, avec des classes sociales. Il y a un savant fou dans le film qui évoque un futur, d'ailleurs, où les robots seront des travailleurs infatigables et qui seront, là aussi, indiscernables des êtres humains. Et bon, dans Metropolis, la ville est divisée en deux. Il y a la partie haute, la partie basse, un grand classique, et il y a Maria, qui est un peu la syndicaliste la plus célèbre de la ville, dans la partie basse, et pour la discréditer, le savant fou du film... on lui commandite de créer un robot à l'image de Maria. Et c'est un robot donc, qui est à l'image de cette humaine, et qu'il envoie dans la ville basse pour mettre le boxon. Et donc c'est marrant parce que finalement, c'est une opération de désinformation, c'est une campagne de désinformation avec un deepfake. un classique, tu vois, tout simplement. Donc, Metropolis, c'est un film c'est très très classique, c'est aussi un film très complexe, avec une idéologie politique qui est un petit peu trouble. Et surtout, ça a été un très très gros bide à sa sortie, Metropolis. Il s'est ramassé un énorme four. Et bon, il a été modifié, tout ça. Bon, maintenant, c'est devenu une espèce d'icône du cinéma de SF, bien sûr, mais voilà quoi. Et bon, à partir de là, évidemment, il y a quantité de films de science-fiction avec des robots ou des intelligences artificielles super iconiques. On va pas revenir là-dessus. Surtout, évidemment, il y a HAL 9000 dans les années fin des années 60. Il y a HAL 9000 dans 2000 l'Odyssée de l'espace. D'ailleurs, avant, il y a même le bouquin. D'ailleurs, il y a aussi, dans les années 70, il y a Colossus, le cerveau d'acier. C'est peut-être un peu moins connu, Colossus. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, pas du tout. Je découvre complètement. Je clique en même temps là sur le lien. Allez, encore une fois, j'insiste, mais pendant que vous écoutez, n'hésitez pas à aller regarder l'article parce que c'est un vrai tote bag de la présentation de Guillaume et vous avez plein de liens avec des articles, des films. Vous avez des heures et des heures de médias à consulter. Non, je découvre là. Un panier garni. Un panier garni, effectivement. Ouais. C'est exactement ça. Donc, Colossus, le cerveau d'acier, c'est un truc qui est sorti en 70. C'est un film sorti en 70. Il est assez marrant parce que, à la différence de HAL 9000, en fait, même HAL 9000 n'était pas vraiment forcément mauvais. Bon, enfin, il y avait quand même une petite ambiguïté. Là, il y a une véritable ambiguïté je trouve, sur Colossus. Colossus, à la base, c'est un système intelligent pour piloter l'arsenal nucléaire américain. Bon, donc une IA militaire. Mais cette IA est tellement intelligente qu'elle décide de prendre le contrôle du monde pour notre bien, à nous. Parce que si on accepte son autorité absolue, Colossus promet paix et prospérité à la race humaine, sinon il rase tout. Elle promet pas l'arrêt du réchauffement climatique. C'était un 70, tu sais, 70. Voilà. Mais bon, enfin, grosso modo, c'est soit il veut notre bien et il s'occupe de nous et on est super bien, soit il rase tout. Bon. Alors évidemment, nous on n'est pas tout à fait d'accord, mais il nous faut aussi remarquer qu'être dominé par lui, ça vaut peut-être mieux que d'être dominé par d'autres humains, par quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc Colossus est-il ou non une calamité? Bon, je trouve ça assez rigolo. Bon, on va s'arrêter là pour la fiction, parce qu'on va pas essayer de courir les centaines d'œuvres sur le sujet, bien sûr. Et du coup, on pourrait parler des vrais automates. Ouais, on va en parler ensemble. Ça va être la seconde rubrique. J'ai quelques petites réflexions que je me faisais au fur et à mesure. J'espère que je vais pas les zapper. Mais la première chose, c'est que je me rends compte, et c'est trivial, c'est évident, mais en fait, quand tu refais la rétrospective, ça saute vraiment aux yeux, de voir à quel point la présence des robots se fait en association avec les évolutions technologiques. Et encore une fois, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est tellement évident que de voir, le cuivre à l'époque du Moyen-Âge, qui était sans doute la représentation de la technologie ultime. Le sang des dieux à l'époque de la mythologie grecque, forcément, l'électricité pour Frankenstein, la vapeur pour faire fonctionner un automate, et là évidemment je ne peux que vous renvoyer sur les suppléments Steampunk Café que vous retrouverez aussi sur techcafé.fr ou dans le flux du podcast, qui vous explique à quel point l'informatique aurait pu être dictée par la vapeur. Donc là aussi un repère d'évolution technologique qui est intéressant, et de voir aussi, moi c'est le truc qui me marque aussi sur la partie la plus récente, qu'est-ce qui définit l'automate et quel est son rôle par rapport à l'être humain. Et je me faisais la réflexion qu'il y a certains jeux de rôle, tu sais que j'aime bien les jeux de rôle et que j'aime bien en parler de temps en temps, je pense notamment à Alien, qui est un jeu de rôle assez récent, ou même Star Wars, où tu peux interpréter des androïdes, tu peux interpréter tels qu'on les voit forcément dans ces deux films-là et représentés dans le jeu de rôle, et qu'est-ce qui les différencie? Et tu vois, il y avait encore une fois cette absence éventuellement d'émotion. Dans Alien, tu as la possibilité, tu as plein de scénarios en mode cinématique,
où tu interprètes un androïde, mais les autres joueurs ne savent pas forcément que tu es un androïde. Et donc, tu agis avec des vraies émotions, tu as du stress qui a des implications sur ta réaction et sur tes actions. Et au bout d'un moment, il y a dans le fil du scénario, tu peux révéler que tu es un androïde. Et donc, ça montre que tu es tellement performant comme androïde que tu allais jusqu'à simuler des émotions pour qu'on ne puisse pas discerner ta vraie nature d'androïde. Bref, tout ça pour dire que c'est très intéressant de s'inscrire dans un historique comme ça qui permet de voir que ça date pas d'hier du tout. Effectivement, tu l'as très bien illustré. Donc ça, c'était plus pour les robots. Et là, tu veux nous parler un petit peu plus des automates, du coup. Ouais, mais en fait, les robots, tu vois, c'est ça le truc, c'est que les automates, les robots, il y a une filiation en fait, et ça remonte à très 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 loin. D'ailleurs, à ma grande surprise même, il semble qu'on fabrique des automates depuis l'Antiquité. En fait, les Grecs anciens étaient déjà assez fortiches sur le plan technique et en mécanique de précision. La preuve, vers 1900, il y a des pêcheurs qui remontent par hasard un morceau de rocher un peu bizarre, et à l'intérieur, il y avait des restes d'un mécanisme délicat qui contenait au moins 30 roues dentées et des aiguilles de bronze, et qui a été construit vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc 1000 ans avant l'horlogerie européenne, les Grecs faisaient déjà des mécaniques super chiadées pour apparemment les prévisions astronomiques. Donc, on suppose que ça indiquait la position du Soleil, de la Lune et sans doute la date des prochains Jeux antiques. Les Jeux antiques c'était tous les 4 ans comme les Jeux Olympiques. Le mécanisme tient même compte des variations de vitesse de la Lune en fonction de sa position. Donc c'est impressionnant, et le premier automate grec dont on est à peu près connaissance, on va dire, ça aurait été un oiseau. Il y a Architias de Tarente qui aurait créé une colombe en bois mécanique qui pouvait voler sur 200 mètres. Bon, on n'a retrouvé aucune trace, elle aurait pu être à air comprimé ou à vapeur, mais enfin bon, ça reste quand même un vrai mystère. Mais on sait par contre que les Grecs étaient très forts en hydraulique, et dans le domaine, la star de l'époque, donc c'est toujours vers 280 avant Jésus-Christ, c'est Stésibios. Il crée même une horloge à clepsydre, très précise, qui sera utilisée partout. Donc pour mesurer le temps de parole des procès, par exemple, pendant les procès, ou le temps passé par chaque client dans les maisons closes. Donc ça, clepsydre, c'est pas juste un truc qui se vide. C'est tout un secteur économique. Oui, c'est sûr. Et voilà, donc c'est un système. Alors la clepsydre, on imagine un truc qui se vide tout bêtement. En fait, là, c'est un système biréservoir avec un flotteur qui régule le débit, et un système qui fait monter une flèche aussi pour indiquer le temps sur un cylindre gradué. Et un des premiers automates, d'ailleurs, qui soit vraiment bien attesté, dont on sait qu'il a existé, c'est celui de Philon de Byzance, qui est un automate hydraulique. Alors, Philon de Byzance, c'est aussi 3e siècle avant Jésus-Christ. Il a beaucoup écrit sur le sujet, Philon, voilà, et il a écrit aussi sur la pneumatique. Et on lui devrait le premier automate humanoïde. Et c'est une femme qui sert à boire. Et c'est vraiment marrant, c'est une statue de servante avec un bras mobile et une cruche donc une cruche inclinée dans l'autre bras, dans l'autre main, quoi. Quand tu lui mets une coupe dans la main mobile, ça actionne tout un système hydraulique avec des réservoirs. Le réservoir d'eau, il y a un réservoir d'eau donc qui est dissimulé qui actionne l'ensemble et qui remplit. Il y a un autre réservoir qui est rempli de vin. Le réservoir de vin caché dans le corps alimente le goulot de la cruche et son écoulement est contrôlé par l'inclinaison du bras. Et donc en fait, par pression, ça s'autorégule, donc ça déborde jamais. Donc quand c'est plein, hop, automatiquement le mécanisme s'arrête. Donc elle sert vraiment à boire et ça déborde jamais. Donc on sait que les Grecs pouvaient faire des mécanismes à vapeur aussi simples. Donc il y avait déjà de la vapeur dans la Grèce antique. Par exemple, ils savaient faire ouvrir de très grosses portes comme ça, donc des portes de temple par exemple, des très grosses portes en bois. Ils pouvaient les ouvrir automatiquement. Ils pouvaient les faire ouvrir par hydraulique. Donc il y avait une espèce de machine de vapeur qui actionnait un truc qui tournait comme ça et qui, avec des poulies, etc., faisait ouvrir de grosses portes. Mais donc, c'est génial parce que il y a plein de dessins animés ou de films où on voit, tu sais, les portes de temple qui s'ouvrent. Moi, j'ai toujours été impressionné des mécaniques, par exemple dans Indiana Jones ou dans certains dessins animés, t'as toujours des portes de temple qui coulissent toutes seules. Et à chaque fois, je me disais, bon, c'est quand même un anachronisme auquel on s'est largement habitué, qui serait d'imaginer qu'il y a des mécanismes qui permettraient de faire bouger des portes et des trucs comme ça dans des très vieux temples, alors que, punaise, à l'époque, ils n'avaient pas l'électricité, ils n'avaient pas la technologie. Ben, en fait, ça rend la chose possible, ce que tu expliques. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, peut-être pas pour des choses très lourdes et des choses telles qu'elles sont restituées dans les dessins animés ou les films que je cite, mais on pourrait tout à fait imaginer des automatismes comme ça à base d'hydraulique, comme tu le décris, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Il y a une vraie science de l'hydraulique, de la pneumatique et même un début de vapeur aussi, déjà dès le 3e siècle. Et on trouve d'ailleurs des schémas et des traités. On trouve des fragments, en tout cas, de traités comme ça. On ne sait pas exactement ce qui a été construit ou pas, etc. Mais il y a il y a vraiment toute une science là-dessus.
Et il y en a partout en fait. En Orient, par exemple, on a l'ingénieur Al-Jazari, qui est mort lui en 1206, donc c'est quand même plus récent, mais enfin bon, c'est 1206, c'est pas hier, qui a écrit un bouquin sur la mécanique et qui a fabriqué des horloges automatiques, des fontaines, des machines à calculer, des automates, et des automates humanoïdes ou animaux. Donc il y aurait eu par exemple un pont hydraulique, une serveuse qui sert à boire, là encore, un bateau avec un orchestre dont les visages peuvent changer, et la fameuse horloge à éléphant. En fait, l'horloge à éléphant, c'est un énorme clepsydre mécanique qui libère des billes qui font sonner des cymbales. Et un scribe, il y avait un scribe qui avait un crayon animé, il y avait des oiseaux qui gazouillaient, c'était un truc apparemment incroyable, qui était très connu à l'époque d'ailleurs, et puis on en a des dessins. Et en Europe, vers 1300, il y avait carrément un parc mécanique à la ville d'Esdin. Esdin, c'est une ville dans le nord de la France, et c'était un parc, le parc d'Esdin, qui était très célèbre au Moyen-Âge parce qu'il abritait plein d'automates, des automates humanoïdes ou animaux. Il y avait des singes, il y avait des oiseaux, et les singes étaient même recouverts de fourrure. Il y avait une tête de sanglier mécanisée, et les comtes d'Artois ont entretenu ce parc et l'ont enrichi pendant de nombreuses années. C'est devenu une sorte de parc à thème médiéval. Ça marchait comment, justement, les automates, techniquement ? Alors, c'est assez difficile à dire étant donné il en reste strictement rien de ces trucs. Ça a été complètement rasé. En fait, il y avait probablement pas mal d'hydraulique. Par exemple, il y avait un ermite en bois qui envoie de l'eau partout, donc c'était probablement un système hydraulique. Ouais. La chouette parlante, on ne sait pas trop. On sait qu'il y avait des fontaines, on sait qu'il y avait des oiseaux mécaniques, donc c'était probablement des mécaniques, des trucs mécaniques avec... un petit peu comme des horloges ou ce genre de trucs. Il devait y avoir des trucs qui étaient aussi actionnés par le vent. Enfin, je pense qu'il y avait il y avait une volière aussi. Au fil du temps, en fait, il y a ils ont rajouté des trucs. Voilà, il y avait une volière, une ménagerie, une roulotte, et c'est devenu un peu le Disneyland du coin. Tu vois, avec diverses attractions, si tu veux. Et ce truc a fermé il a fermé entre guillemets en 1553, parce que la ville fut détruite par Charles Quint et reconstruite quelques kilomètres plus loin. Et le parc a complètement disparu, il en reste strictement rien. Donc on n'a pas beaucoup de détails vraiment techniques sur ce qui était dans le parc d'Esdin, mais on sait qu'il y avait en tout cas des automates, et des trucs qui attiraient beaucoup des gens. C'est beaucoup de gens qui venaient vraiment pour ça. Ouais, vraisemblablement quand même beaucoup de l'hydraulique, quoi. On peut l'imaginer. Enfin bon. Voilà, probablement pas mal d'hydraulique ou de trucs avant, etc. Ou peut-être même des mecs avec peut-être aussi des marionnettes. Ouais. Honnêtement, je pourrais pas aller vraiment dans les détails sur le parc d'Esdin, j'ai pas vraiment beaucoup de docs là-dessus. Mais au fur et à mesure que les compétences mécaniques augmentent, on fabrique aussi de plus en plus d'automates vraiment mécaniques, avec le savoir-faire de l'époque. Et c'est dans les églises en particulier qu'on en fait le plus, en tout cas au Moyen-Âge. Il y avait une sorte de battle entre églises pour savoir qui aurait l'horloge la plus délire, tu vois, la plus grosse, avec le plus d'éléments animés. Et vers le XIVe siècle, il y avait plein de jacquemart aussi sur les clochers. Et les jacquemart, c'était des automates en métal ou en bois qui frappaient les cloches à heure fixe, comme ça, des trucs humanoïdes qui frappaient les cloches toutes les heures. Donc il y avait une sorte de minuteur. Et donc finalement, on peut dire qu'il y avait plein d'automates chrétiens pendant le Moyen-Âge. C'est... D'ailleurs, un des ouvrages, je crois que c'est la cathédrale de Strasbourg qui a une horloge qui est parmi la plus complexe qu'on ait jamais eue, quoi. Donc, vraiment, il y avait, au service de l'Église, évidemment, comme toujours au Moyen-Âge, il y avait cette expertise mécanique qui était vraiment très présente là. C'était des coucous humains et évidemment perfectionnés, quoi. Mais quand on pense au coucou, quelque part, il y a des... Ok. C'est évidemment plus simple de faire sortir un coucou que de faire taper un jacquemart sur une cloche. Ok. Ouais, puis il peut y avoir des animations beaucoup plus complexes, en fait. Ouais. C'était aussi le prestige du diocèse, je sais pas quoi, d'avoir un truc vraiment impressionnant, quoi. Et donc, du coup, à la Renaissance, on commence à faire des automates de plus en plus sophistiqués, et il faut des automates qui sont pas forcément des automates sacrés, comme ça. Et d'ailleurs, Léonard de Vinci fait des croquis. Évidemment, Léonard de Vinci qui a à peu près tout fait dans sa vie. Ouais. Il a fait des croquis d'automates animaliers. Il y a un lion célèbre qui aurait probablement été construit. Il a même fait des croquis d'un chevalier. Et un chevalier qui aurait été capable de s'asseoir, de se redresser, de bouger la tête. Mais on ne sait pas s'il a vraiment été construit ou s'il est resté à l'état de schéma. Mais bon, parmi les automates très célèbres et vraiment attestés, historiques comme ayant été fabriqués de la Renaissance, il y a ceux du Suisse Jacques-Edroz et le fameux canard de Vaucanson. Alors Pierre-Jacques Edroz, lui, il est horloger, donc il est horloger en Suisse, il est construit entre 1768 et 1774 des automates qui feront sa célébrité. Il y en a un qui écrit, il y en a une qui joue de la musique et il y en a un qui dessine, il y a un dessinateur. Donc l'écrivain, c'est quand même un automate violent, puisqu'il a plus de 6000 pièces, et il trempe lui-même la plume dans un encrier
régulièrement pour éviter que ça sèche, et il est programmable. C'est-à-dire qu'il y a un système de cam à l'intérieur qui permet de sélectionner les 40 caractères qu'il va écrire. Et les yeux bougent et suivent la plume. Bon, c'est une véritable prouesse, quoi. Ah, le détail des pièces est incroyable dans la vidéo. Totalement incroyable. C'est incroyable. C'est absolument dingue, oui, il faut aller voir des vidéos, parce qu'il y a des automates qui ont été conservés, bien sûr, et donc vous pouvez voir, c'est absolument incroyable. La musicienne aussi joue de l'orgue, et elle suit ses doigts des yeux, et même, détail incroyable, elle respirait pendant la présentation, donc voilà, il y avait un système qui faisait, tu vois, sur la poitrine, quoi, comme si elle respirait, et elle continuait à respirer un petit peu après avoir fini de jouer. C'est vraiment le souci du détail extrême, quoi. Donc c'est des automates qui ont été conservés, et par contre c'est pas le cas du canard de Vaucanson, et d'ailleurs c'est bien malheureux, parce que pendant qu'en Suisse on fabrique des automates d'une délicatesse exquise, en France, on crée un canard en métal, plus vrai que nature, qui devra son immense popularité au fait qu'il fasse caca. Je rigole pas, hein. En fait, ça se passe même un petit peu avant les automates de Jacques Edroz, parce que c'est en 1738 que Jacques de Vaucanson, horloger lui aussi, présente son canard automate. Donc le canard automate, il a une clé pour le monter, donc voilà, c'est automate mécanique, avec des ressorts, quoi. Donc il avait des centaines de pièces lui aussi, il avait aussi des plumes mobiles, il avait des mouvements réalistes pour un canard, quoi. Il battait des ailes, et il mangeait dans la main des visiteurs. Et après un moment, après avoir mangé donc des graines dans les mains des visiteurs, il faisait caca. Il faisait caca ce qu'on lui avait donné. Imaginez-vous que ça a épaté la galerie. Ah, c'est ça, quand même, un canard mécanique qui fait caca, c'est incroyable. Et on l'appelait à l'époque le canard digérant. Et alors, instantanément, il est devenu une star mondiale. Pas instantanément pour l'époque, donc ça a pris des mois, mais quand même. Mais c'était un truc de fou. Alors Vaucanson a créé d'autres automates, il a créé un joueur de flûte avec des doigts et des lèvres qui bougent, mais surtout Vaucanson a inventé des métiers à tisser automatiques, en se basant sur l'invention de Basile Bouchon et de Jean-Baptiste Falcon, Basile Bouchon dont on a parlé donc dans l'autre épisode sur l'automatisation, etc. Donc en fait, ils avaient utilisé des cartes perforées pour programmer les motifs sur le tissu, Bouchon et Falcon, et Vaucanson va remplacer ça par un tambour avec des picots. Un peu comme une boîte à musique. Vous avez le tambour de la boîte à musique, en fait, là, c'est là que vous allez avoir la programmation. Et donc, tout est automatisé. Et d'ailleurs, les métiers à tisser de Vaucanson ont mis des gens au chômage et on lui a carrément jeté des pierres dans la rue à l'époque. Ça s'est très mal passé, comme quoi, tu vois, c'est vraiment pas d'hier. Et par contre, il faudra attendre Jacquard en 1800 pour qu'on ait à la fois l'automatisation et la programmation externe. Parce que là, finalement, la programmation, elle est interne à la machine, tu vois, c'est la machine qui fait ça. Et puis bon, il faut modifier la machine pour changer la programmation, donc il faudra attendre Jacquard pour avoir des cartes de programmation et programmer les métiers à tisser. Mais bon, quoi qu'il en soit, le XVIIIe siècle, c'est vraiment un moment où il y a un boom technologique, vraiment, et où on s'intéresse énormément aux innovations et à leurs conséquences aussi potentielles sur le monde. On s'inquiète de cette mécanisation croissante, tu vois, les mecs qui ont été foutus au chômage évidemment, c'est un exemple évident. Et avec des automates de plus en plus sophistiqués, eh ben, il y a cette préoccupation aussi qui arrive de qu'est-ce que ça va faire, tu vois, sur la société. Et puis il y a aussi cette préoccupation qui est philosophique, de dire qu'est-ce que l'imitation dit de l'original? Qu'est-ce qui caractérise le vivant ou l'être humain? Est-ce que c'est nos comportements? Est-ce que c'est notre mécanique interne? C'est aussi pour ça que le canard fait autant de sensations. Aucun autre automate ne fait caca. Aucun n'est aussi réaliste. Et incroyablement, c'est ça qui fascine et qui émerveille. Parce que c'est qu'il digère, c'est qu'il est présenté comme un canard digérant, c'est-à-dire qu'il imite une mécanique et qui est foncièrement biologique, tu vois, qui nous appartient. Alors, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est une arnaque. Le canard picore, effectivement, des graines. Ensuite, les graines sont plus ou moins broyées à l'intérieur par les mécanismes, mais c'est tout. Le caca qui sort, en fait, est une substance qu'on a mis dedans à l'avance et qui sort au bout d'un certain temps. Voilà, il y a une petite horloge dedans et puis après ça sort. Et donc c'est une supercherie. Donc on lui reprochera cette supercherie, il y en a qui créeront un scandale, mais ça n'empêchera pas le canard de se balader dans le monde entier, jusqu'au 19e siècle, mais il y a beaucoup de gens célèbres qui l'ont vu et qui s'en sont inspirés. Edgar Allan Poe, par exemple, l'a vu, et Gérard de Nerval, ils ont été profondément marqués par le canard. Le canard sera maintes fois réparé d'ailleurs. T'imagines bien que sur un siècle, il a été réparé maintes fois, il sera même reproduit. En 1840, il y aura une copie de ce canard qui a été fabriqué. Et d'ailleurs, c'est là qu'on perd un peu sa trace, puisqu'il y a un des canards qui a été détruit dans l'incendie d'un musée russe, et puis l'autre qui a refait surface sur une photo pour une vente aux enchères avortée, il y a un petit siècle de ça. Bon, mais
la vente ayant pas eu lieu, en fait, on sait toujours pas ce qui est devenu le deuxième canard, et en fait, on a complètement perdu la trace du canard de Vaucanson, donc du canard qui fait caca. Qu'est-ce que c'est intéressant de se dire que cette inquiétude de la reproduction de l'être humain était déjà un truc qui était dans les esprits à l'époque. Ça veut dire qu'on s'imaginait peut-être un déploiement à grande échelle. Et c'est intéressant de voir que ça suscite des inquiétudes aussi, le fait que ça reproduise trop bien le vivant, au point que ça reproduise des choses qui ne sont pas utilitaires. Tant que tu es dans la construction d'un automate, d'une reproduction d'une activité humaine qui sert à quelque chose concrètement, tu peux t'inquiéter du remplacement de l'activité des humains par des automates. Mais quand tu vas jusqu'à reproduire le caca, tu commences peut-être à avoir à l'époque une peur qui va encore plus loin, qui est jusqu'à non pas remplacer l'être humain, mais quelque part vraiment supplanter la domination de l'être humain sur la Terre. Donc c'est génial de voir qu'il y a cette inquiétude. Et d'ailleurs, on parle souvent de l'uncanny valley, comme on dit en français, comment on le traduit, la vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange. Ce sentiment-là, j'ose à peine imaginer à l'époque à quel point il devait être très fort aussi quand tu voyais ce type d'automate. Aujourd'hui, on voit bien que c'est des bricolages, mais peut-être qu'à l'époque, il y avait ce sentiment-là qui était très fort aussi, non ? On adorait les automates à l'époque. Hein. On faisait des poules qui marchaient toutes seules, des pans, enfin on faisait beaucoup d'automates. Hein. On adorait ça. Et il y avait cette fascination effectivement de faire quelque chose qui marche tout seul, comme un être vivant. Ouais. Puis je pense qu'il y avait aussi cet aspect religieux de si on reproduit trop bien le vivant, est-ce qu'on joue pas à Dieu et à quel point c'est sacrilège, tu vois. Il doit y avoir aussi pas mal ce genre d'idées, j'ai l'impression. Ok, du coup on peut continuer après le Turc mécanique. Oui, parce qu'on a évoqué Edgar Allan Poe qui aurait vu le canard de Vaucanson. Il a aussi été très marqué par un autre automate mondialement célèbre de cette époque, c'est le Turc mécanique. Alors, il lui a même consacré un texte complet qui s'appelle Le joueur d'échecs de Maelzel. Et c'est en fait cet automate, donc le joueur d'échecs, ça a été créé par Wolfgang von Kempelen en 1770, et c'était censé être un Turc joueur d'échecs. Bon. La machine était censée vraiment jouer aux échecs. Et elle jouait très bien en plus. Elle fit le tour du monde. Elle affronta des célébrités comme Benjamin Franklin ou Bonaparte. Ah ouais. Et pendant des décennies, pratiquement tout le monde y a cru. Personne ne comprenait vraiment comment ça marchait. Et c'était une colossale arnaque. En fait, il y avait juste un mec caché dedans. Voilà, tout simplement. Le mec manipulait le mannequin du Turc. Donc Charles Babbage, d'ailleurs, a vu le Turc mécanique quand il est passé à Londres. Et il a sans doute pas été dupe. On dit néanmoins que ça leur a fait réfléchir sur le potentiel de machines pour effectuer des calculs complexes, et voire peut-être plus. Donc le Turc, malgré sa supercherie, a été une inspiration. Il a aussi bien sûr inspiré le nom du service d'Amazon. Hein. Ça vous imaginez bien que le Mechanical Turk, il vient exactement de là. Ce Turc mécanique en fait, ou donc le Mechanical Turk, c'est ce service où l'on confie des micro-tâches via une plateforme en ligne à des gens qui la font, qui sont micro-payés. Enfin voilà, vous savez ce que c'est que le Mechanical Turk. Bon, ben, ça vient de là, ça vient du Turc mécanique de von Kempelen. Et donc, à cette époque, jouer aux échecs, ce que ça montre aussi, c'est que jouer aux échecs, ça relève de l'intelligence, sans aucun conteste. Si une machine joue aux échecs, elle est intelligente. Parce que comment ça pourrait être autrement, tu vois. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on voit plus vraiment les choses comme ça. Un logiciel d'échecs, ça relève du champ de l'intelligence artificielle, mais on est bien conscient qu'il n'en est rien. En réalité, un logiciel d'échecs n'est pas considéré comme intelligent, tu vois. C'est un peu la même situation aujourd'hui, finalement, tu vois. Et c'est la même situation aujourd'hui avec les modèles de langage. Parce que Diderot aurait dit un jour que s'il voyait un perroquet qui pourrait répondre à toutes ces questions, il dirait sans hésiter qu'il est intelligent. Oui. Et bon, c'est à l'essence aussi ce que dit le test de Turing un petit peu. Hein. Et donc, aujourd'hui, on a un perroquet qui répond à tout. Mm-hmm. C'est ChatGPT. Mm-hmm. Est-ce qu'il est intelligent ? Bah non, mais ça montre bien que ce qui relève de l'intelligence à un moment précis peut se retrouver banalisé à une autre époque. Et d'ailleurs, au passage, le premier logiciel d'échecs jamais écrit, c'est celui qui a été écrit par Turing, par Alan Turing lui-même, et D.G. Chamberlain, qui l'ont écrit en 1948 sans avoir d'ordinateur. Ils ont écrit ça de manière algorithmique, mais ils n'avaient pas d'ordinateur pour le faire tourner. La version Mark I qui devait tourner à un moment n'a jamais été achevée, d'ailleurs, c'est très dommage. Mais bon, depuis... On le sait, hein, non seulement les programmes d'échecs sont devenus très bons, mais le champion du monde a été battu en 1997. Ouais. Et en 2017, AlphaZero était capable de battre tous les programmes du monde en partant de zéro. C'est-à-dire en apprenant à jouer aux échecs pendant à peu près 24 heures, en s'entraînant tout seul. Et après, il a battu tous les autres. Donc c'est assez extraordinaire.
C'est rigolo de voir que on en revient quand même aux mêmes réflexions qu'on a aujourd'hui en 2023. C'est l'apparente intelligence. Et qui évidemment supplante une autre question qui viendra après derrière et qui est assez facilement résolue aujourd'hui, qui est celle de la conscience de ces entités technologiques. Mais l'intelligence, la manifestation de l'intelligence, elle peut se mesurer par l'apparence qu'un robot, qu'un automate arrive à faire des choses intelligentes. Pour autant, est-ce que c'est doué de conscience? Est-ce que c'est des choses qui en donnent l'illusion? C'est plus sous cet angle-là qu'il faut percevoir les choses. Je suis captivé, Guillaume, par le Turc mécanique. Je sais pas pourquoi, le côté apparence technologique très performante, avec simplement un type qui joue aux échecs, bon, qui lui est probablement assez intelligent pour jouer aux échecs quand même et affronter d'autres gens qui sont pas mauvais. Mais ça me fascine. Je reste scotché devant la gravure là qui représente le Turc mécanique. En tout cas, comme dans la fiction, quand on avance dans le temps, il y a de nouvelles technologies qui apparaissent, et l'électricité qui apparaît et tout ça, et donc les théories électromagnétiques, tout ça permet de nouvelles choses. Et en 1898, par exemple, Tesla fait la démonstration de bateaux radiocommandés. Et tout le monde est ébahi. Parce qu'en fait, on n'y croyait pas, tout simplement. C'est radiocommandé, donc c'est vraiment à distance, il télécommande à distance des bateaux. Et les gens n'y croient pas, c'est Tesla, de la télépathie. C'est pas la marque Tesla, évidemment. Oui, évidemment. Non, 1898, c'est Nikola Tesla, effectivement. C'est Nikola Tesla. Et donc, on se demande comment il fait. Comment un homme peut commander ses appareils à distance, sans aucun contact, à plusieurs mètres. Et en fait, son invention est super ingénieuse. Donc, dans la boîte de contrôle, il y a juste une manivelle qui fait tourner un aimant, qui crée un courant dans une antenne. Oh là là. Tesla ne peut faire que ça d'ailleurs, envoyer une impulsion radio, et encore pas super précise, il envoie juste une impulsion radio. Et de son côté, le bateau reçoit dans son antenne, sous forme d'un courant électrique, cette impulsion radio, donc il la transforme en courant électrique, ça active des relais, et donc l'activation du deuxième relais fait tourner un petit tambour, toujours dans la même direction, très malin. et l'angle à angle fixe de 45 degrés. Mais selon qu'il est tourné dans un sens ou dans un autre, il active deux circuits différents, qui tournent le gouvernail de 45 degrés vers la droite ou vers la gauche. Les circuits se coupent eux-mêmes à 45 degrés, donc par juste un dispositif mécanique. Et donc une impulsion, on tourne à gauche, deux impulsions, on tourne à droite, et si on fait deux impulsions décalées comme il faut, en fait, on s'arrête au milieu. Et très vite, les gens voient l'intérêt de ce truc-là. C'est tout simple, mais ça permet quand même de commander à distance, par exemple, des armes, par exemple, des torpilles, tu vois, ou des bateaux, ou des mines, tu vois, comme ça. Et donc, on va lui suggérer d'utiliser son invention dans l'armée pour créer des drones, tout simplement. On n'est pas dans la supercherie. Dans un premier temps, quand tu as commencé à présenter ça, j'ai cru, mais c'est sans doute l'influence du Turc mécanique, que c'était une supercherie. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une technologie basée sur de l'aimant qui... C'est génial. Tesla avait déjà des trucs radiocommandés en 1898, ouais. Et d'ailleurs, donc on lui dit de faire ce genre de truc pour l'armée, évidemment. Et ce qui est marrant, c'est la manière dont Tesla voyait ça. Finalement, pour lui, l'opérateur incarnait son esprit à distance, puisque sa volonté était accomplie à distance, tu vois, dans les appareils sans fil. Et il envisageait, mais ce qui est marrant, c'est qu'il continue en disant que là c'est comme si on projetait son esprit à distance, pour lui, c'est ce qu'il dit. Mais il envisageait déjà d'avoir des automates autonomes, avec leur propre esprit. Donc en fait, il envisageait déjà des guerres par drone interposé, voire carrément par robot interposé. Et il a toujours été très en avance sur son temps de Tesla, mais là c'est vraiment très très très. Et bon voilà, donc on a utilisé des drones pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Les tanks Goliath allemands étaient philo-guidés, et ils étaient bourrés d'explosifs, donc c'était en gros des mines mobiles avec des petites chenilles comme ça. L'apparition de l'électricité puis de l'électronique, si tu veux, a conféré au robot tout un tas de nouvelles possibilités, et parce que évidemment il commençait à avoir des capteurs, parce que jusqu'ici, si tu veux, les seuls capteurs étaient mécaniques ou hydrauliques, mais là on peut avoir des capteurs supplémentaires comme des yeux ou des oreilles entre guillemets. Donc en 1915, on a créé un petit robot à roues qui suit une lumière. Donc dès 1915, tu sais, je sais pas si moi j'ai eu un jouet comme ça, qu'il faisait bien plus tard, évidemment. J'ai eu un jouet qui faisait ça. Tu lui montrais... En gros, tu le projetais une lumière dessus et il suivait la lumière. Ah, j'ai déjà vu. Roulette comme ça à pile. Voilà, ce genre de truc. Bon, ça date de 1915 en fait, tout simplement. Le premier a été fait en 1915 avec une photo
une photorésistance, et jusqu'ici les seuls capteurs qu'on avait c'était des capteurs qui étaient au contact quoi. Donc là on avait des trucs comme ça, et en 1939 pour l'exposition universelle de New York, Westinghouse présente Electro. Donc Electro c'est je pense qu'Electro c'est vraiment un sommet de rétro-futurisme. Ouais. Il a un design fantastique, ultra rétro, alors c'est un automate humanoïde de 120 kg qui est ultra anguleux, enfin il faut le voir, c'est très marrant. Il a 25 mouvements, donc il a des cellules photoélectriques dans les yeux, il a des micros comme oreilles, il distingue les couleurs, enfin très approximativement il distingue les couleurs. Il avait une commande vocale rudimentaire, et il pouvait même prononcer une centaine de mots. Et oui, il pouvait parler. Il avait un chien qui bouge d'ailleurs. Il avait un chien aussi qui s'appelait Sparko. et tous les deux ont été des superstars. Ils faisaient un show d'une 20aine de minutes et ils sont tournés un petit moment. Alors, et oui, donc, déjà à l'époque, le robot pouvait parler. Alors, comment est-ce qu'il faisait pour parler ? C'était simple. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque ? Il y avait des disques, il y avait des vinyles. Donc, en fait, il y avait des tourne-disques. Il y avait plusieurs tourne-disques de 78 tours à l'intérieur. Et les tourne-disques étaient commandés par des relais qui permettaient de combiner des bouts de phrases. Et donc, il pouvait dire des combinaisons de phrases, il pouvait parler comme ça. Et pour la commande vocale, en fait, c'était la longueur du signal qui était prise en compte. Donc, une phrase courte ou un mot, voilà, ça donne un comportement. Une phrase longue ou 3 mots, ça donnera un autre comportement. Par exemple, 3 mots, ça le force à s'immobiliser, tu vois, ce genre de truc. Donc, le gros du robot, il était simplement filoguidé, Non, c'est-à-dire, il y avait un fil, et puis il y avait des opérateurs à distance qui le faisaient bouger, mais ça faisait déjà sacrément sensation. Tu vois, et c'était... Alors, donc ça, c'est des robots, si tu veux, qui ont déjà des capteurs, mais qui, c'est des capteurs un peu pour le show, quoi. Il va falloir attendre les années 50 pour avoir ce qu'on appelle le début de la cybernétique, par contre. Et donc, en France, dans les années 50, il y avait un spécialiste de la cybernétique qui s'appelait Albert Ducrot. Il conçoit donc son célèbre, à l'époque, renard électronique. Et ce renard électronique, c'est un robot qui est pour l'époque très évolué parce qu'il a plein de capteurs. Il a des capteurs de lumière, de son, il a aussi un capteur de toucher, il a des papilles tactiles, il a des espèces de moustaches, il a une capacité de détecter les obstacles à distance, et il a même une mémoire sur bande magnétique à l'époque. Et donc si on regarde les interviews de Ducrot, donc il y en a sur le site de l'INA, c'est très rigolo à entendre parce qu'à posteriori, parce qu'en plus évidemment il y a l'élocution et le phrasé de l'époque qui est assez marrant, mais c'est assez intéressant. Ducrot décrit explicitement son robot comme une première tentative de créer une machine qui se rapproche du cerveau humain. On n'est plus dans l'automate, en fait. Là, on a basculé au-delà de l'automate. On n'est plus dans un automate, mais dans une machine qui est capable de recevoir des informations du monde extérieur et de s'y adapter pour atteindre un objectif. Et à naissance, c'est un peu la définition de la cybernétique. La cybernétique, c'est la science de communication dans l'être vivant ou la machine, du contrôle, de contrôler en se servant de l'information et de la rétroaction pour atteindre son but. Bon, la cybernétique a plein de définitions différentes, mais bon, voilà, celle de Ducrot, c'est à peu près celle-là, quoi. Voilà. Et du coup, à l'époque, effectivement, tu peux te dire, oui, un chauffage avec un capteur et un thermostat, c'est une machine cybernétique déjà, puisqu'elle capte l'extérieur et elle s'adapte à son environnement, etc. Donc, on est au début des machines en tant que système complexe, et système complexe sensible au monde extérieur, et qui prennent des décisions en fonction de ça, ainsi que de leur état interne, bien sûr. Et donc, vu l'époque, Ducrot et le présentateur assurent, et se rassurent aussi, en disant à quel point les machines sont spécialisées, du coup pas non plus, mais il entrevoit quand même déjà un futur de coopération entre hommes et robots. Et donc, citation marrante, je trouve, les outils, les machines prolongent les muscles des hommes, alors que la cybernétique prolonge la pensée des hommes. Okay. C'est assez marrant. Ducrot, c'est tous les jours qu'il se décarcassait, il paraît à l'époque. J'en étais sûr que ça allait arriver. ça ressemble... pas fait exprès. Ça ressemble moyen à un renard quand même, son renard, si je puis me permettre, non ? Ça ressemble pas du tout à un renard. D'accord, il a vaguement une tête triangulaire, mais... Ça ressemble à une espèce de robot fait par un savant fou. Vraiment, ça a une tête très très bizarre. Mais c'est déjà une machine avec des capteurs qui réagit, etc. C'est un des premiers, quoi, de ce type-là. J'ai pas vu la vidéo, c'est 10 minutes l'interview. J'ai hâte d'aller regarder et surtout d'écouter, notamment, comme tu le dis, avec le phrasé de l'époque, ça doit valoir son pesant de cacahuètes, effectivement. On continue avec des robots encore ? Oui, j'ai dit que le renard de Ducrot avait une mémoire qui était assez rudimentaire. Il parle lui-même de réflexes conditionnés. Donc tu peux avoir des réflexes conditionnés dans cette espèce de truc, mais
Je suppose qu'on pouvait donc associer un signal à un comportement, quoi. Le robot n'est pas programmable et son apprentissage reste donc très très limité. Mais dans les années 50, les neurones artificiels qu'on utilise encore aujourd'hui sont déjà inventés. Plus ou moins. Alors la notion est explorée par Warren McCulloch et Walter Pitts dans un article de 1943. Donc Pitts fait de la psychologie et McCulloch est neurologue. Et donc il pose les bases d'une modélisation mathématique simple de ce que pourrait être un neurone. À l'époque, c'est de la recherche pure. Et bon, il n'y a pas encore même de notion d'apprentissage, quoi, tu vois, c'est vraiment de la recherche pure. Et il faudra attendre 1957 pour voir une application concrète de ça, et c'est Rosenblatt qui implémente ce qu'on appelle le perceptron. Et le perceptron, essentiellement, c'est un réseau de neurones monocouches, comme on dirait maintenant. Donc en fait, il connecte des cellules photoélectriques en entrée d'un neurone qui initialement donc a des poids aléatoires. Donc les poids, en fait, le neurone fait une somme pondérée des entrées des cellules photoélectriques, donc elles sont pondérées par des poids. Donc initialement, le neurone donc, a des poids aléatoires. Et Rosenblatt va donner une méthode pour modifier petit à petit ces poids pour avoir une activation, comme il dit, correcte, si on présente une forme donnée devant les capteurs de luminosité. Donc il faut imaginer qu'il y a un tableau de 20 par 20 cellules photoélectriques, et que devant, tu montres des formes. Donc l'idée, c'est de lui faire voir des formes. Donc il a entraîné son tout petit réseau pour reconnaître des formes très simples, et c'est un succès en fait, qui montre la voie à l'apprentissage machine. Ça y est, on entre dans l'apprentissage machine. On commence à imiter la nature. Les machines doivent pouvoir apprendre comme des animaux, comme nous, pareil, à reconnaître une forme petit à petit. Percevoir le monde qui les entoure, savoir s'adapter quelque part, c'est génial. C'est une vision déjà différente de l'intelligence artificielle. C'est une vision différente de ce domaine de l'intelligence artificielle, tu vois, de la programmation directe des comportements, même des comportements adaptables, en fait. Là, on est vraiment plus dans un apprentissage. Alors, le succès du perceptron, ça va faire espérer beaucoup de choses. Qu'un cerveau électronique serait carrément pour bientôt, tu vois. Évidemment, on se dit, bon, ça y est, quoi. Un truc, c'est reconnaître une lettre qu'on lui présente, un tableau avec une lettre, c'est vraiment ça qu'il faisait. D'ailleurs, t'avais une grosse lettre que tu mettais devant cette espèce d'œil, là, bizarre, cette espèce d'énorme œil, et ça te disait oui ou non, c'est la lettre qu'on veut. Bon. On se disait, ça y est, on va bientôt avoir un cerveau électronique, alors que bon, finalement, pas du tout. Le perceptron est beaucoup trop simple, et d'ailleurs, il y a Minsky et Papert en 1969 qui sortent un bouquin dessus, qui explore un petit peu ses possibilités, et qui montre qu'en l'état, même s'il n'est pas strictement inutile, le perceptron est trop simple pour faire ne serait-ce que des catégorisations un peu évoluées. C'est un catégorisateur binaire. Donc en fait, il peut différencier deux catégories, mais c'est tout, et c'est un peu limité. Donc beaucoup y ont vu à l'époque le signal que le perceptron était une impasse. Donc Minsky montre qu'il n'est pas capable de modéliser, par exemple, une simple porte ou exclusif, et ça a été vraiment très mauvais pour son image. Voilà, l'image de marque du perceptron, si tu veux, elle a pris un gros coup, et donc l'image, et par extension, l'image des neurones artificiels en général. En fait, Minsky n'est pas si sévère que ça. Il était bien conscient qu'un perceptron monocouche pouvait pas faire ça, mais un perceptron multicouche, lui, serait capable de faire ce genre de truc. Par exemple, d'avoir une porte ou. Donc en gros, il fallait juste des réseaux plus complexes. Bon, on va dire que, de toute façon, à l'époque, on n'a pas les données, on n'a pas les capacités de calcul, on n'a même pas vraiment les méthodes mathématiques pour implémenter et entraîner des réseaux de neurones qui soient un tant soit peu profonds, et qui pourraient servir vaguement à quelque chose. Donc de toute façon, le cerveau artificiel, c'est niette, c'est pas possible à l'époque. Et donc l'IA déçoit, et c'est ce qu'on appelle le premier hiver de l'intelligence artificielle, qui est globalement dans les années 60-70. C'est rigolo de voir qu'il y avait déjà cette vision de comment ça pourrait évoluer, mais quand même beaucoup de pragmatisme sur le fait que non, on pourrait pas quand même dépasser une espèce de mur indépassable quand même à ce stade. Et du coup, tu appelles ça comment, grand hiver, c'est ça? Parce qu'en gros, il y a... Premier hiver. Parce qu'on voit que c'est un domaine où ça n'a pas évolué, alors que tu as plein d'autres technologies qui ont évolué. Et du coup, ça s'est arrêté quand? Est-ce que ça s'est arrêté récemment, dans les années 2000? Non, alors non, c'est plus complexe que ça. Si on voulait résumer, enfin, ce sera l'objet d'autres dossiers. Non, mais en rentrant dans les détails d'autres dossiers, vraiment de comment ça fonctionne, les perceptrons, tout ça dans les détails. Mais là, si tu veux, si on pouvait résumer, si on voulait résumer, on pourrait dire qu'il y a deux grands courants de pensée en intelligence artificielle. Donc, à ce moment-là, même encore aujourd'hui finalement, il y a le courant connexionniste et le courant symbolique. Donc, le courant connexionniste se base sur l'analogie biologique. Donc, on a des neurones qui sont des trucs simples, des unités simples. Et finalement, c'est leur nombre et la manière dont on les connecte qu'il faut émerger la complexité, qu'il faut émerger l'intelligence. Et dans les années 60, on est un peu déçu du connexionnisme, parce que ça mène pas à grand-chose avec les moyens de l'époque, en fait. Donc l'intelligence artificielle va passer plutôt à une nouvelle approche, qui est une approche symbolique. Et dans ce cadre, on peut dire que le robot Shaky aura fait date. Donc Shaky, c'est un robot qui date de 66,
Mais finalement, il fait pas si vieux que ça si tu le regardes. Hein. Il a une aire de gros, on dirait une espèce de gros rover martien finalement, hein, assez haut comme ça. C'est une sorte de gros bloc avec 3 roues, donc il y a une roue de direction. Il a une tête avec des caméras, des télémètres, et il a des moustaches, entre guillemets, pour savoir s'il touche un truc. Donc il ressemble en fait à une version méga turbo du renard de Ducrot, si tu remarques bien, c'est une sorte de super renard. Mais quand même, évidemment, c'est le cran au-dessus. Donc déjà, il peut pousser des objets, et surtout, il est programmable en Lisp. Et il utilise un PDP-10, donc un ordinateur de l'époque, PDP-10, et il communique donc avec le PDP-10. Le PDP-10, c'est son cerveau, il communique par radio avec son cerveau qui est dans l'ordinateur. Ce qui est très intéressant avec Shaky, c'est qu'il a une capacité déductive. Donc il a des actions de base qui sont avancer, bouger sa caméra, ce genre de truc, un truc de base. Puis il a aussi des actions de niveau intermédiaire. Donc par exemple, aller à un endroit déterminé. Donc le programme de Shaky doit générer tout seul une suite de commandes basiques pour exécuter cet objectif de niveau intermédiaire, en tenant compte de son environnement. Donc s'il y a un obstacle à la résolution immédiate de l'objectif, il va générer des sous-objectifs pour contourner l'obstacle. Et si besoin, des sous-objectifs, etc. Et tu peux le perturber pendant qu'il effectue cette tâche, il va constamment s'adapter. Donc il a une carte mentale de son environnement qu'il peut mettre à jour. Tu peux lui donner des objectifs de haut niveau qui seront divisés de manière récursive, comme une sorte de planning, comme ça. Et en fait, Shaky est si sophistiqué que Life Magazine, à l'époque, le présente comme la première personne électronique. Ah oui. Vraiment. Alors, c'est un peu exagéré, parce que Shaky a une version très schématique, hein. Évidemment, il reconnaît qu'il y a une grosse boîte colorée sur son chemin, mais c'est tout. Et puis, il se déplace de manière pas très fluide. C'est pour ça qu'on l'appelle Shaky, en fait, c'est parce qu'il tremble un petit peu quand il bouge et qu'il s'arrête comme ça de manière un peu brusque. Mais il est quand même plutôt bon, dans son labo. Alors Shaky, il utilise le Lisp, et le Lisp avec Prolog, ça a été parmi les langages favoris de la recherche en intelligence artificielle des années 70 et 80. Et c'est à cette époque-là que l'approche symbolique était reine un petit peu. D'ailleurs, de ce point de vue, il y a la même chose avec Shirley. Shirley, je suis sûr que c'est comme ça que ça se dit. Shirley, c'est un nom qui est complètement imbitable, et c'est aussi un logiciel qui modélise un robot dans un monde virtuel, dans lequel on peut converser en langage naturel. Donc tu peux parler au robot en langage naturel, comme tu parlerais à ton pote. Ce truc a été écrit par Terry Winograd, et c'est déjà impressionnant pour l'époque, parce que le monde de Shirley est très simple. Il est fait de cubes, de pyramides, de cônes, et c'est tout. Bon, il va y avoir des cônes verts, des gros cubes, voilà, des boules rouges. Et Shirley, donc, est une sorte de bras robot virtuel. Hein. Mais c'est un bras robot qui pouvait effectuer des actions comme déplacer la pyramide verte sur le cube bleu. Mais il suffisait de lui dire, tu lui dis déplace la pyramide verte sur le cube bleu, Shirley comprend l'anglais, il en déduit une suite d'actions avec son grand robot, en fonction de l'environnement qu'il a, pour faire ce que tu lui dis. On est d'accord que c'est du langage naturel, mais qui est assez fermé. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quelle phrase qu'il pourrait comprendre si tu utilises des vocabulaires qui sont pas prévus. C'est relativement codé. Bah oui, justement, c'est justement parce que le monde de Shirley est très simple et que le vocabulaire est très étroit. Ouais, dessus, dessous, derrière. Ok, d'accord. Exactement. Bon, Shirley a eu une représentation en 3D à un moment où tu pouvais même visualiser ça. Mais en fait, le fait qu'on puisse commander un robot, fut-il virtuel, hein, en langage naturel, évidemment, à l'époque, ça a fait sensation. On était en 1970 quand même. Hein. Et on peut le comprendre, parce que quand on le met en regard de Palm-E, donc Palm-E, le robot de Google là, dont on a parlé dans un des épisodes hebdomadaires, là, hein, Palm-E couple un robot, donc un robot qui se déplace comme ça avec un bras, un système de vision et un modèle de langage multimodal. Et avec tout ça, il fait comme Shirley. Tu lui demandes poliment et en anglais ce que tu veux qu'il fasse, hein, et puis après il se débrouille pour atteindre son objectif. Alors bien sûr, Palm-E et Shirley sont à des années-lumière en termes de généralité, parce que Shirley vit dans un monde ultra simple, sans imprévu, totalement modélisé, alors que Palm-E, lui, s'accommode de la complexité de notre vrai monde. Il se déplace dans une vraie cuisine, il va vers une vraie table, il peut prendre un vrai paquet de chips. Et bien sûr, comme Palm-E aujourd'hui, Shirley et Shaky ont impressionné à l'époque. C'était des premières, tu vois. Et donc, ils ont quand même, Shirley et Shaky, été porteurs de beaucoup d'espoir. Mais ce qui est intéressant, les chercheurs... excuse-moi, quand on regarde Shirley et qu'on le met en parallèle de Palm-E aujourd'hui, on se rend compte quelque part que c'est une évolution très nette, hein, très, très claire, mais qui a nécessité énormément de temps, et il y a eu encore une fois ce que tu décris comme le premier hiver, mais ce que je veux dire, c'est que naturellement derrière Palm-E, tu t'imagines avoir un Palm-E 2 dans un an qui fait plus, Palm-E 3, etc., et que ça avance. Qu'est-ce qui fait
qu'il n'y a pas eu cette évolution entre Shirley et Palmy. Et qu'est-ce qui fait qu'il a fallu autant de temps? On va y arriver. Je pose des questions trop vite, excuse-moi, mais ça me marque en fait de voir que ça aurait pu arriver beaucoup plus vite, peut-être. Non, ça n'aurait pas pu arriver beaucoup plus vite, en fait, pas du tout. Non, absolument pas. Non, justement, à l'époque, on s'était emballé là-dessus. C'est-à-dire que, tu vois, quand on a vu Shirley et Shaky, on s'est dit, oui, effectivement, comme tu dis, comme tu es en train de dire, on s'est dit, Shirley, Shirley 2, Shirley 3, Shirley 4, Shirley 5, il est dans mon jardin, quoi. Il fait ma pelouse, au peinard. Bon, ça s'est pas du tout passé. C'est clair. Ça s'est pas du tout passé. Il y a eu de grosses attentes, et ce sont des attentes qui se sont pas réalisées dans la plupart des cas. C'est une grosse déception qui a provoqué ce qu'on appelle le deuxième hiver de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, l'approche symbolique se place déjà sur une pensée de haut niveau. C'est-à-dire qu'on représente les connaissances comme des symboles abstraits, des entités abstraites comme ça, et puis on les relie entre eux par des relations. Voilà, par exemple, je sais pas, les mots sont reliés entre eux. Voilà, par exemple, ours et fourrure, ours a une fourrure, tu vois. Et chasseur chasse ours, et chasser étant une action, etc. Donc en fait, on fait des graphes comme ça extrêmement compliqués, des graphes sémantiques extrêmement compliqués, et ça permet de savoir ce qu'il est possible de faire, de catégoriser, etc. Bon, les années 70-80, c'est l'âge d'or de Lisp et de Prolog. Donc Prolog, ça date de 72. Lisp est un langage très particulier par rapport à C1, où tout y est liste, tout y est symbole, et la récursivité, c'est la norme. Alors Prolog, je connais très mal, j'ai vaguement touché à Lisp, mais Prolog, je connais très mal, mais c'est un langage qui est aussi très très différent d'un langage standard. Ça veut dire, Prolog, ça veut dire programmation logique, et on y définit des relations entre objets logiques, et le compilateur se débrouille pour résoudre, en fait, quand on lui pose une question, il se débrouille pour résoudre en fonction, si tu veux, des relations logiques qu'on a définies. Donc on voit bien d'où vient l'appellation approche symbolique. On manipule des concepts, de la logique de haut niveau, et c'est bien adapté à l'étude du langage naturel. On crée comme ça ce qu'on appelle dans les années 80 des systèmes experts. Alors, système expert, ça veut juste dire qu'on conçoit un logiciel qui a toutes les connaissances d'un expert dans un domaine donné. Les connaissances de l'expert sont organisées, donc elles sont organisées via plein de règles, plein de données, et le logiciel tire des déductions logiques de tout ça, toute cette connaissance. Alors évidemment, il fait ça de manière probabiliste, le cas échéant, il donne des probabilités que telle ou telle chose arrive, et ça marche bien. Ça marche très bien. Il y a des systèmes experts pour la chimie, pour la physique, pour le diagnostic médical. En fait, au fur et à mesure du temps, ce mode de fonctionnement est devenu presque standard. Il s'est banalisé, lui aussi. Dans le sens, tu vois, où un logiciel d'échecs, finalement, c'est un système expert. Un moteur de recherche, c'est un système expert aussi, quelque part, tu vois. Finalement, un système expert, c'est devenu un logiciel compliqué, mais c'est un peu sorti, si tu veux, c'est un petit peu sorti de l'intelligence artificielle. Et globalement, à la vague d'intelligence artificielle symbolique des années 90 à 2000 à peu près, elle a eu beaucoup de succès, mais elle a aussi montré ses limites. En particulier, l'approche symbolique, elle est très bien quand tout est bien cadré et bien propre. Tu vois, quand on est dans un environnement qui est raisonnablement contrôlé, mais par contre, elle n'est pas optimale du tout dans le monde réel. Le monde réel, c'est bordélique. C'est sale, c'est un changement rapide, c'est trop bordélique. Dans les années 70, finalement, les promesses de Shaky ont beaucoup déçu, parce que Shaky, c'est un bon exemple, Shaky. On l'a appelé la première personne électronique, Shaky, dans les journaux. On le voyait déjà aller sur la Lune, et il bossait peinard tout seul en autonomie pendant des mois. Bon, la Lune est plus compliquée que les cubes prévus dans un labo, mais... c'est ça, Shaky, il est très perfectionné. Et il fonctionne très bien quand il est dans un labo avec des murs blancs et des blocs roses. Tu vois. Mais tu le sors dans le jardin, c'est la panique. Et c'est assez symptomatique des grandes espérances déçues des années 70-80. C'est ce qui a donc amené à ce second hiver de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus personne qui travaillait dessus, mais ça veut juste dire qu'il y avait moins de gens, qu'il y avait moins de budget, et que les sujets à la mode fluctuaient. Donc dans les années 80-90, travailler sur les réseaux de neurones, c'était presque mal vu. Pas mal de gens ils sont restés longtemps sur l'impression d'une impasse suite aux travaux des Minsky. Parce que mal vu, parce que l'impression de perdre du temps sur un truc qui n'aboutira pas. Okay. C'est ça. On a depuis Minsky, on s'est dit bon, de toute façon c'est un truc qu'on va jamais rien en faire. Donc si tu travailles là-dedans, c'est-à-dire que tu produis de la recherche sur un sujet qui est pas porteur, quoi. Néanmoins, il y avait quand même des travaux qui ont été faits sur ce fond-là. Il y avait pas plus personne qui travaillait, au contraire, il y avait quand même un petit nombre de chercheurs qui ont fait des avancées majeures dans les années 80, notamment des papiers sur la rétropropagation. Donc la rétropropagation, c'est une méthode qui permet d'entraîner des réseaux de neurones complexes et donc profonds, qui est fondamentale pour le domaine. C'est là aussi qu'apparaissent les réseaux convolutifs, qui sont fondamentaux pour la vision par ordinateur et les traitements des signaux en général. C'est dans ce domaine d'ailleurs que Yann Lequin s'est illustré à cette époque. On parlera de tout ça très en détail dans d'autres épisodes, ne vous inquiétez pas, ça vient. Vous inquiétez pas ou inquiétez-vous, je sais pas exactement, mais bon. Non, rassurez-vous. Mais bon, ces chercheurs sont un peu à contre-courant, si tu veux. Mais l'erreur va venir
Et les réseaux de neurones vont faire une remontada spectaculaire dans l'estime des spécialistes en IA et du monde entier, en fait. Et c'est un retour ce retour en force qui s'annonce à peu près au début 2000, et c'est l'explosion vraiment en 2012, avec AlexNet. Alors pourquoi ? Parce qu'AlexNet, c'est un réseau de neurones convolutifs, donc, qui a pulvérisé le test de reconnaissance d'image, qui s'appelle ImageNet. C'est pour ça qu'il y a AlexNet, ImageNet. Et c'est bien simple, en un coup, on est passé de 25 à 15% d'erreurs. Et ça a été une sorte de révélation, parce que ça a écrasé toutes les autres méthodes. Les réseaux de neurones, pour peu qu'ils soient bien entraînés et suffisamment complexes, ils sont plus robustes face aux données de la vraie vie. Des données sales, des données bordéliques, des données où les trucs sont pas bien orientés, où c'est pas bien éclairé, où parfois c'est un peu tordu, tu vois, ce genre de truc. En quelque sorte, c'est le début de l'engouement moderne pour le deep learning, cette époque-là, le 2012. Et c'est une époque qui nous amène à aujourd'hui, à l'explosion actuelle. Tu vois, on parlait de Lequin tout à l'heure. AlexNet a été mis au point, entre autres, par Geoffrey Hinton et Ilya Sutskever. Ilya Sutskever, c'est le cofondateur d'OpenAI et c'est le superviseur du projet GPT-4. Donc tu vois, il y a vraiment, c'est un petit monde, on va dire. Enfin, c'était un petit monde. Et cette explosion n'a été possible, donc là je réponds à ta question, je sais, oui. Ça a été long. Cette explosion n'a été possible qu'après plusieurs avancées. D'abord, il y a les avancées mathématiques, parce qu'il a fallu mettre au point la rétropropagation, il a fallu voir comment ça marchait, il a fallu avoir, si tu veux, une idée de comment faire efficacement. Il y a aussi les nouvelles architectures de réseaux de neurones, par exemple les réseaux convolutifs, les réseaux récurrents, les LSTM, les transformers, etc. Et ensuite, il y a la disponibilité des données pour l'apprentissage. Internet et la transition complète aux documents numériques, ça a été vital. Et après, les grandes plateformes qui permettent l'agrégation et l'accès à des montagnes énormes de données aussi. Tu vois, et même le simple fait que tout le monde soit en ligne et produise des quantités de données qu'ils mettent en ligne et qu'on peut accéder, mais tout ça, c'était inenvisageable avant ne serait-ce que les années 2010. Et puis évidemment, il y a le matos. Le matos, c'est-à-dire la mémoire pour stocker tout ce bordel de données, pour charger, évidemment, la RAM pour charger tout ça, pour pouvoir calculer dessus, et évidemment, la puissance de calcul brutale pour s'entraîner dessus, parce que la rétropropagation, je peux te dire que ça en consomme du calcul. Donc, globalement, il fallait des téraoctets de données à traiter à grands coups de teraflops. Il n'avait juste pas les moyens avant, en fait. Pour donner une idée, en 30 ans, la puissance de calcul disponible a été grosso modo multipliée par 1 million. Je m'attendais à un chiffre. Ok, 1 million. Et le volume des données d'entraînement disponibles a été multiplié par 10 000. Ouais. Et il fallait ça pour arriver à avoir des résultats probants. C'est des ordres de grandeur, mais ça donne quand même une bonne idée du chemin parcouru. Et évidemment, en 1950, en 1970, c'était même pas la peine. Mais aujourd'hui, c'est plus l'hiver pour les IA, ça bourgeonne même de partout. Alors justement, on va pouvoir enchaîner sur la troisième rubrique de cet épisode. Et puis on va se retrousser encore un peu plus les manches avec l'art génératif et Tchatch Robot. Je cite le titre de ta troisième partie. Ouais, on va finir avec une section générative, parce qu'en ce moment, les IA génératives et l'art génératif, c'est super à la mode. Les myriages, les chatbots génératifs de texte, etc. Et en fait, l'art aussi, on a cherché depuis longtemps à le reproduire mécaniquement. C'est ça qui est marrant, c'est que même ça, c'est vieux. Même la composition, même la créativité, on a cherché à la mécaniser. On s'imagine très récente, en fait, et tu vas nous détromper, je pense. Écoute, en 1826, il y a Dietrich Nikolaus Winkel qui a créé son Componium. Le Componium, c'est comme une espèce d'énorme boîte à musique, sauf que c'est une boîte à musique qui crée des mélodies nouvelles à chaque fois. Parce qu'il y a 2 rouleaux sur lesquels sont écrites des mesures. Il y a un volant derrière qui les sélectionne l'une après l'autre au hasard, ce qui permet d'avoir un orgue qui joue un air différent à chaque fois. C'est tellement une intelligence artificielle générative. Et la combinatoire fait qu'en fait, il y en a tellement qu'on n'a jamais la même chanson. Ah, d'accord. En 1968, il y a eu une exposition qui s'est appelée Cybernetic Serendipity. C'était à Londres. Et c'était des œuvres d'art de tous ordres, mais générées de tout ordre, vraiment, mais générées de manière électronique ou numérique ou informatique. Mais aléatoire. Mais dans tous les cas, c'était aléatoire. Enfin, c'était algorithmique. C'était programmatique, si tu veux, tu vois. Et donc, il y avait de la musique de Xenakis, par exemple. Il y avait John Cage qui est venu. Il y en avait plein d'autres. Il y avait beaucoup de trucs. Donc, Xenakis, John Cage, c'est plutôt des gens connus, même à l'époque. Mais il y avait des trucs qui venaient aussi direct des labos. Des labos de Boeing, des labos d'IBM, des labos de Bell ou de General Motors. Et donc, on a toute une série d'images de synthèse de 1968.
Alors, c'est pas mal à base de lignes aussi, hein, donc du fil de fer, des formes en fil de fer. Il y a des perspectives. Il y a des morphings de différentes formes, il y a des choses qui sont calculées plutôt que stockées. De toute façon, vu les prix de la mémoire à l'époque, il valait mieux calculer le truc finalement en temps réel. Il y a un portrait numérisé de Norbert Wiener. Norbert Wiener qui était donc le père de la cybernétique et qui était lui stocké parce que bon ben voilà, c'était une photo quoi, mais mis à part ça là, tout était génératif quelque part, c'est-à-dire c'était généré en temps réel et il y avait beaucoup de choses qui étaient générées sur le moment, qui étaient algorithmiques quoi, donc qui étaient différents à chaque fois. Il y avait des projections, des animations sur écran cathodique, il y avait des infographies sur papier, il y avait des robots, il y avait même une actrice robot avec d'énormes lèvres hein, qui faisait des gros bisous surprise pour surprendre les visiteurs, je rigole pas. Il y avait des sculptures activées par des sons. C'était le début du mariage de l'art et des technologies modernes, en fait. Il y avait aussi des textes. Et c'est ça qui était marrant, c'est qu'il y avait aussi des textes générés aléatoirement. Il y avait des haïkus aléatoires, il y avait des poèmes algorithmiques. Donc il y avait de la génération de textes, déjà. Et bon, on dirait donc ChatGPT, comment ça date de 68 ? Ben non, en fait, ChatGPT, ça a été inventé en 1721. Ça remonte à encore plus loin, alors 1721. Ouais, je déconne à moitié. Je déconne à moitié, mais dans les voyages de Gulliver, Jonathan Swift présente une invention fictive. Hein, c'est une invention qui n'a jamais existé, c'est une invention fictive du livre, mais c'est un générateur de texte. Donc quand Gulliver passe dans la ville de Lagado, il discute avec un professeur qui lui montre une machine mécanique qui est capable de générer des histoires. Donc c'est une machine carrée, d'un peu moins à peu près de 7 mètres de côté. C'est une sorte de damier en bois avec des bouts de papier collés dessus, sur lesquels, dans chaque case, on avait un mot de la langue locale. Donc l'ordre est aléatoire. Et quand le prof le disait, les élèves devaient tourner 40 manches en métal qui changeaient l'ordre des mots. Et après, les élèves devaient trouver des phrases qui avaient un sens donc sur les trucs. Et après, il dictait tout ça à un scribe et ça donnait une texte. C'est une forme d'écriture combinatoire. Et ce qui est marrant, c'est que je cite le professeur de Lagado, donc dans le livre. Grâce à elle, donc grâce à cette machine, hein, le plus ignorant des hommes peut, pour un prix modeste et peu d'efforts physiques, écrire des livres de philosophie, de poésie, de politique, etc. C'est tellement sans génie ni étude. Eh oui, c'est un slogan qui s'applique complètement à ChatGPT. Excellent. C'est incroyable de se replonger comme ça dans l'histoire et de voir que dans des œuvres qu'on connaît comme ça de nom, il peut y avoir des incarnations de ChatGPT. C'est magnifique. Ouais, après, évidemment, ça n'a pas vraiment commencé en 1721. Non, mais le concept a été inventé. Enfin, pas inventé d'ailleurs, mais peut-être. Après, tu sais, les chatbots, c'est quand même vraiment vieux. Hein. C'est la date du premier chatbot de tous les temps, c'est 64 ou 65. Bon, ça a commencé à être écrit en 64 probablement, et c'est Elisa. Alors, Elisa, elle est assez connue, hein, c'est une psy. C'est la psy Elisa très connue qui a été inventée par Joseph Weizenbaum. Ça a été codé en Snowball à l'époque. Le Snowball, c'est un langage de programmation qui a disparu sans doute, qui était dédié à la gestion de chaînes de caractères. Donc c'était quand même très très bien adapté à ça. Ouais. Et donc c'est un chatbot simple qui reconnaît tout simplement des motifs dans le texte, hein, des expressions et des mots-clés, et qui va y réagir. Pour l'époque, son programme était très complexe, puisqu'il faisait 128 kilooctets. En 1964, c'était énorme, attention. Et donc, si elle voit passer un mot-clé comme fils, sœur, cousin, je sais pas quoi, elle répond « Parlez-moi de votre famille ». Évidemment, le psy ne fait que poser des questions. C'est un modèle, tu vois, et comme évidemment, on s'imagine les vrais psychiatres, enfin les vrais psychologues qui font que poser des questions, prendre des notes, tu vois, cette espèce d'image d'Épinal, c'est un modèle parfait pour se simplifier la vie, tout simplement, tu vois, puisque le psy, donc Elisa, le psy, fait pareil, elle renvoie toujours la balle, elle pose beaucoup de questions, et du coup, évidemment, ça réduit les attentes des utilisateurs. Et donc, ça simplifie la vie de celui qui fait le chatbot. Elisa peut pas vraiment répondre, tu vois, elle se contente de te faire parler, en fait. Elle relance sans cesse la conversation, mais dans le contexte, et parce que quand même, elle chope des trucs de temps en temps, ça peut passer un moment. Je viens de tester en live. Tu peux y aller. Comment vas-tu ? Pourquoi êtes-vous intéressé dans le fait que j'aille bien ou pas ? Parce que je veux parler uniquement avec des personnes heureuses. Et pourquoi voulez-vous parler uniquement avec des personnes heureuses ? Parce que parler avec des personnes tristes est vraiment très difficile à vivre. Je pense que vous êtes en train de bloquer à propos de ce que vous voudriez vraiment parler, à propos de ce que vous voudriez vraiment aborder. C'est rigolo quand même. Hein. C'est pas fou, mais écoute, des fois, il y a des gens qui passent très longtemps sur Elisa. Et d'ailleurs, en 65, Weizenbaum était terrifié de voir des gens passer des heures à parler à Elisa. Parce qu'il parlait de sujets personnels à Elisa, de sujets sensibles. Il pouvait devenir émotionnellement dépendant à elle entre guillemets. Hein.
Et c'est à tel point qu'il va écrire un article technique sur Elisa pour la démystifier, pour que les gens arrêtent de la croire intelligente. Ah la vache. Il a dit, il disait, une fois qu'un programme est révélé, la magie s'évapore. Ouais. Il ne reste plus qu'un ensemble de procédures. L'objet de cet article, donc l'article est écrit pour Elisa, est de provoquer une telle réévaluation. Cela a rarement été aussi nécessaire pour un programme. Fin de citation. Donc tu vois, il voulait expliquer tous les rouages d'Elisa, parce que ça permettait de la démystifier et de dire, bah oui, ce n'est qu'une mécanique. Alors, expliquer tous les rouages d'Elisa, c'est pas très compliqué, mais bon, aujourd'hui, avec GPT-4, c'est une autre histoire. Tu vois, mais c'est vrai que l'histoire de Blake Lemoine et de l'algorithme Lambda chez Google, où il nous présentait ça comme étant doué de conscience, écoutez les épisodes de Tech Café pour en savoir un petit peu plus, même si ça date un petit peu maintenant, au moment où on enregistre cet épisode, mais ça date déjà de cette époque. Il y avait déjà ce problème-là. C'était déjà un début, tu sais, effectivement, avec Elisa. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi Elisa s'appelle Elisa, parce que c'est une référence à la pièce de Pygmalion, enfin la pièce Pygmalion, de George Bernard Shaw. En fait, dans la pièce, il y a Henry Higgins qui veut apprendre à Elisa Doolittle à s'exprimer correctement en anglais, pour devenir une dame, si tu veux, à s'exprimer comme une dame, parce qu'elle n'est qu'une petite fleuriste. Et donc c'est ça en fait. Elisa Doolittle doit faire illusion. Elle doit donner le change. Et c'est ce que fait Elisa, le psychologue, le chatbot, qui doit aussi donner le change quelque part. Alors Elisa, il y a pas, donc ça a été le tout premier. Pas longtemps après, il y a un autre chatbot célèbre qui a eu pas mal de succès, c'est Paris. Alors Paris a passé le test de Turing. Paris, PA2RY, oui, exactement. Paris a passé le test de Turing. C'est ça qui est absolument incroyable, mais dans un contexte très particulier. Parce que, en fait, Elisa a un contexte et qui lui permet de réduire les attentes. Paris aussi. Là où Elisa joue un psy, qui pose toujours des questions, Paris joue un schizophrène. Il joue une personne schizophrène paranoïaque. Donc Paris a un sentiment d'infériorité, de défiance vis-à-vis de tout un tas de sujets. Il a des idées délirantes. Et du coup, si le programme part en vrille, ça colle quand même au personnage. Et donc, une caractéristique importante de Paris, c'est qu'il est sorti sur le net. Sur ARPANET à l'époque. Et c'est très important parce que certaines toubibs qui ont interagi avec Paris n'ont pas détecté qu'il s'agissait d'un bot. Parce que dans le contexte très spécifique, ils se sont dit, c'est le mec, il a vrillé, tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il a quasiment passé le test de Turing, même si dans un contexte vraiment très particulier. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Paris a pu interagir avec Elisa. J'aurais vraiment bien aimé lire ça, franchement. Ouais, ils ont dialogué. Ils ont dialogué parce que Paris était accessible sur Internet, donc ils ont pu dialoguer. Bon, sinon, en ce qui concerne à la fois la génération de texte et les chatbots, on peut aussi mentionner Racter. C'est arrivé un petit peu après. Ça arrive en 84. Racter, c'est une sorte de livre qui s'appelle La barbe du policier est à moitié construite. Bon. C'est une collection de poèmes et d'histoires courtes qui est composée par un algorithme qui s'appelle Racter. Alors Racter, c'est un raccourci pour raconteur, tout simplement. Et donc les OS de l'époque ont une limite à 8 caractères, donc c'est pour ça probablement que ce Racter a été contracté que raconteur a été contracté en Racter, mais bon voilà, bref. Okay. Donc il y a une version de Racter qui est sortie sur ordinateur 8 bits et sur PC. Et donc c'était un chatbot pur et simple. Donc en 84, sous DOS, tu pouvais déjà t'amuser à parler à une machine et ça donnait le changement. Alors je l'ai testé sous DOSBox, j'ai testé Racter, vous pouvez le faire, c'est très très simple, très facile à télécharger. Et c'est assez rigolo parce qu'effectivement le mec, comme Paris, a l'air d'être pas tranquille. Mais du coup, comme tu sais qu'il est délirant et que il dit toujours des choses différentes, c'est assez marrant et tu peux vraiment, je sais pas, prendre une petite heure pour essayer de voir un petit peu tout ce que tu peux faire. Et en fait, il y a une petite histoire derrière, enfin c'est vraiment zarbi. Mais c'est marrant, quoi. Et donc, tu vois, les chatbots, en fait, ont toujours eu plus ou moins la cote, finalement, tu vois. Et d'ailleurs, du côté des chatbots, je crois que c'est Alice qui a tenu le haut du pavé assez longtemps, et Internet, il n'y est pas pour rien. Alors, rien à voir avec le fournisseur d'accès, quand même, j'imagine. Non, du tout. Du tout. Alice, c'est une plateforme, en fait. Ça veut dire Artificial Linguistic Internet Computer Entity. Bon, c'est très, très pompeux. C'est beau. Mais c'est plus qu'un chatbot, c'est une plateforme pour en créer. D'accord. Donc, c'est créé en Java, à la base. Donc, Alice est basée sur un langage qui s'appelle IML, pompeusement encore Artificial Intelligence Markup Language. Et en fait, Alice, c'est la descendante directe d'Elisa. C'est vraiment Elisa ++, quoi. Donc elle n'est pas intelligente pour dessous, hein, en tout cas pas avec un regard moderne à la base.
AIML, c'est un moteur de substitution syntaxique. Les phrases sont récursivement transformées en expressions de plus en plus simples, et quand on peut plus simplifier, on sort une réponse préenregistrée. Donc Alice est open source, elle a une multitude d'implémentations et d'incarnations dans les chatbots sur Internet. Et elle, si on peut dire, a eu une influence réelle, puisque Spike Jonze la cite comme inspiration pour Samantha dans le film Her. Je ne sais pas si tu as vu le film Her, j'imagine que oui. Et donc, Samantha n'est pas la descendante de Siri, c'est l'arrière-petite-fille d'Alice. Ça n'a rien à voir. Et pendant des années, d'ailleurs, Hugh Loebner a organisé ce qu'ils appelaient le prix Loebner, qui est une sorte de test de Turing light, qui était un concours de chatbot. Donc le but, c'était de juger quel bot était le plus humain, sachant qu'aucun ne passait vraiment un vrai test de Turing. Enfin, ils se feraient tous griller en quelques minutes. Lequel était le meilleur que les autres, quoi. C'est ça, exactement. Et Alice a gagné plusieurs fois le prix, début 2000. Donc le concours, Le concours, il a duré de 91 à 2020. Bon, on ne doute pas de qui aurait gagné cette année, si le concours avait été encore actif. Mais il y avait d'autres systèmes, d'ailleurs. Il y avait Megahal, qui a aussi obtenu le prix. C'est souvent des bots basés sur AIML qui ont gagné, comme Mitsuku, par exemple, et qui contient en fait toute Alice, et puis plein d'autres réponses et des fonctions supplémentaires. Donc les grands modèles de langage, évidemment, maintenant, avec GPT et compagnie, c'est plus la peine de se casser la tête. C'est bon qu'ils écrasent tout le monde évidemment, mais à l'époque, ce qui marchait bien pour se faire passer pour un humain, c'était là encore de réduire les attentes des interlocuteurs, tu vois, comme Elisa, se faire passer pour un enfant, un préado, ou quelqu'un qui parle mal la langue. C'est des palliatifs quelque part, pour rendre crédible. Exactement. En 2014, il y a Eugene Gustman qui a persuadé quand même 33% de ses interlocuteurs qu'il était un jeune garçon de 13 ans lors d'un test de Turing organisé à Londres. Alors, Eugene n'est pas plus malin qu'un autre, il a juste une énorme base de données, et puis c'est tout. Donc, tu vois, déjà à l'époque, la performance avait alerté quand même, parce que les machines pourraient usurper des êtres humains, donc les arnaquer, etc. Ouais. Donc déjà à l'époque, en 2014, on se posait les questions qu'on se pose maintenant, tout simplement avec les modèles de langage, tu vois. Et pourtant, Eugene, c'est un rigolo à côté des logiciels qui sont dans notre quotidien, quoi, désormais. Très bien. Alors, est-ce qu'on conclut ? Est-ce que tu as dernière chose à nous partager ? Ou est-ce que... Oui, disons, le futur, effectivement, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait... Parce qu'on peut se moquer, effectivement, d'Alice et de Jean. C'est évidemment... On peut se moquer de leur capacité aujourd'hui, si on les réessaye aujourd'hui, mais il faut voir que pour la taille qu'ils faisaient, c'était pas si mal. Parce qu'une chatbot Alice, c'est quelques dizaines de mégaoctets. ChatGPT, c'est des centaines de gigaoctets quand même. Bon, évidemment, il y a plein d'aptitudes supplémentaires, mais bon. Et cette taille et le volume de données sur lequel il a été entraîné est absolument gargantuesque. Et encore, GPT-3, c'est un petit peu la dernière version de GPT qui soit un tant soit peu ouverte, et dont on a une idée précise, elle est sous-entraînée. Donc, je l'avais parlé, de ça. Il y a les recherches de Google qui ont montré qu'il existait un seuil précis d'entraînement optimal pour chaque paramètre qu'on rajoute au modèle. Donc en gros, si tu doubles le nombre de paramètres, tu dois aussi doubler la taille du dataset. Et donc pour Chinchilla, ils ont eu 70 milliards de paramètres qui ont entraîné sur 1400 milliards de mots. 1400 milliards de mots, Et c'est en tenant compte de ce facteur d'ailleurs qu'ils ont aussi entraîné Llama, que Facebook a entraîné Llama d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est plus petit, mais qu'il est aussi efficace que GPT-3, tout en étant vraiment presque 10 fois plus petit, puisque même le 13 se rapproche des performances de GPT-3. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, puisqu'on peut avoir des modèles moins gros, moins lourds et tout aussi efficaces. Par contre, ça nécessite quand même une quantité de calcul et de données phénoménales. Et on a montré que les modèles de langage avaient des capacités émergentes aussi en plus. Donc leur capacité de traduire, de calculer, de répondre à des questions, de comprendre les blagues, etc. Elles ne deviennent pas de plus en plus efficaces au fur et à mesure que les réseaux sont de plus en plus gros. C'est des capacités qui n'existent pas dans les petits réseaux, du tout. Elles apparaissent à partir d'un certain nombre, à partir d'une masse critique, et elles se développent après avec le nombre de paramètres et la complexité. Donc ça a même été quantifié. D'ailleurs, en fonction de la quantité de calcul totale requise pour créer le modèle, il y a un article en août dernier qui est apparu là-dessus. Et la capacité à résoudre des problèmes de mathématiques simples, des raisonnements, de faire des additions même, apparaissent autour d'un ordre de grandeur de 10 puissance 22 à 10 puissance 23 flops. C'est-à-dire entre 10 000 et 100 000 hexaflops. C'est un truc de fou, mais bon, c'est le calcul pour l'apprentissage, donc c'est fait une fois pour toutes, heureusement. Donc, ça montre qu'il est nécessaire, en fait, d'avoir des réseaux énormes. Il est nécessaire d'avoir des réseaux énormes et ultra entraînés pour avoir des capacités émergentes complexes. Alors, est-ce qu'on va se heurter à un mur comme ça, indépassable C'est la question.
Parce que là, évidemment, on est encouragé à aller encore plus loin pour voir ce qui pourrait émerger, encore plus loin, bien sûr, mais c'est aussi un challenge parce qu'il faut trouver et donner à manger toutes ces données aux algos qui sont toujours plus énormes, donc il faut les trouver, ces données. Et d'ailleurs, si on en croit un article de Pablo Villalobos, entre 1990 et 2022, la taille des datasets aura augmenté de 50% par an en moyenne, alors que le volume total de texte disponible en moyenne n'augmente que de 7% par an. Ce qui veut dire que dans pas longtemps, on pourrait être simplement en manque de données, en fait. C'est drôle. Et ouais, si on se limite aux textes de haute qualité, c'est-à-dire les textes pro, produits par les auteurs, des journalistes, tout ça, ça pourrait même être dès 2026. Ah oui, c'est après, très proche. C'est très très proche. Et si on n'est pas regardant, par contre, qu'on pompe tous les chats et tout, même les pires chats, même les pires trucs, c'est 2030-2050, à peu près. Ah, la vache. Ouais, puis de toute façon, on n'est pas sur du texte qui est probablement aussi qualitatif que ce qui peut servir au départ, du coup, si on va au-delà de 2026. C'est fou de se dire qu'on en arrive aux limites de la gestion de la donnée, parce que jusque-là, moi, j'avais plutôt l'impression que les ressources étaient énormes, enfin, presque infini en fait quand tu cumules tout. Finalement, pas du tout. D'ailleurs, en réalité, c'est même la même chose à peu près pour les images. Dans un avenir ça proche, doit peut-être même être encore pire, j'imagine. On pourrait se retrouver avec une saturation des datasets. C'est possible. Okay. Et donc des modèles qui n'évolueront pas si on les change pas structurellement. Tu vois. Donc comment est-ce que ça va évoluer ? Il y a plein de possibilités. Il y a plein de nouvelles formes de réseaux. On peut revenir à une approche semi-symbolique, par exemple, en complément. On peut rajouter des mémoires. On peut imaginer plein d'autres choses. On pourrait avoir des systèmes hybrides, en tout cas, on pourrait avoir d'ailleurs des systèmes hybrides symboliques et statistiques, ça incarnerait une magnifique et remarquable concordance des temps, ça m'arrangerait bien pour l'émission d'ailleurs, si vous pouviez. Mais il y a plein de possibilités, mais effectivement, ça montre aussi que on est à un moment, si tu veux, de la recherche et que ça va continuer, que ça va encore beaucoup évoluer, quoi. Est-ce qu'un des risques, ce serait pas de se tourner par facilité sur le contenu qui est généré par les intelligences artificielles génératives, que ce soit images, texte, etc. Mais du coup, d'être dans une espèce de boucle un peu vicieuse de réexploitation de la donnée et donc du coup d'enfermer un peu comme ça la prestation et le résultat produit, parce que... Bon, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé dans une certaine mesure, puisque par exemple, les modèles comme Alpaca, Koala, c'est des modèles qui sont basés sur Llama, sauf qu'on a utilisé ChatGPT et GPT-4 pour créer des sets de données du texte qu'on nous donne à manger pour fine-tuner les modèles Llama pour créer les Koala, qui est donc un modèle conversationnel, ou Alpaca, qui est donc un modèle qui suit des instructions, qui est fait pour suivre des instructions comme ChatGPT. Donc ça a déjà un peu commencé, sauf que bon, évidemment, GPT-4 est considéré comme suffisamment évolué, si tu veux, pour faire lui évoluer lui-même des modèles qui sont un petit peu moins évolués, comme par exemple un Llama 13, Llama 13 milliards, quoi. Donc, dans une certaine mesure, ça a déjà commencé, même si c'est pas vraiment problématique, parce qu'il y a un gros gap entre les modèles qu'on veut entraîner avec les modèles plus évolués, quoi. Mais ça pourrait très bien arriver, donc il faudra faire attention à ça, certainement, sinon, effectivement, il y aura une sorte de convergence vers la médiocrité, quelque part, des modèles, enfin une saturation, quoi, des modèles peut-être. Le pourcentage de contenu qualitatif et réellement créé va peut-être diminuer avec le temps. On suivra ça, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup Guillaume pour cette rétrospective historique. Alors, vous avez remarqué que finalement, après avoir beaucoup parlé, j'ai quand même bien réussi à esquiver la définition de l'intelligence artificielle. J'ai pas dit ce que c'était. Ah oui, moi j'étais pas parti du principe que tu nous le définirais. Alors est-ce que tu veux t'y risquer ou est-ce que t'évites jusqu'au bout cette challenge ? Non, mais je vais être complètement transparent. En vrai, je sais pas ce que c'est exactement, parce que je sais pas ce que c'est l'intelligence déjà. Je sais pas exactement. Comme la conscience, c'est des choses qui sont très compliquées à définir. C'est pas si évident à définir. Déjà la vie c'est compliqué. Déjà au passage la vie clair. étant déjà très compliquée, des trucs encore plus. C'est clair, mais tu vois. Avec la sortie de GPT-4, c'est peut-être le bon moment d'ailleurs pour se redemander ce qu'on attend de l'intelligence, d'un système dit intelligent. Donc comme je disais, à une époque, il fallait être intelligent pour faire de l'arithmétique. À une autre, il fallait être intelligent pour jouer aux échecs. Pendant longtemps, si un truc répondait à tes questions dans ta langue maternelle, c'était quelqu'un, quoi. Donc c'était intelligent. Maintenant, plus. Si un truc s'est programmé, on se dirait, si c'est faire des programmes, quand même, il est intelligent. Non, si c'est programmé, maintenant, GPT-4, il fait des programmes, il fait des applis même. Donc, aujourd'hui, tout est possible tout ça, c'est possible pour des machines. GPT-4 va encore plus loin, il sait résoudre des problèmes avec une certaine logique, enfin en tout cas, il écrit des solutions avec une certaine logique. Donc, l'intelligence, il a une théorie de l'esprit, enfin voilà, d'une certaine mesure, on peut dire qu'il a une théorie de l'esprit. Donc,
il y a aussi des trucs qu'il sait pas faire. Il y a beaucoup de trucs qu'il sait faire quand même, qui se posent beaucoup des questions. Il y a aussi beaucoup de trucs qu'il sait pas faire. Il sait pas planifier, par exemple. Il a pas de mémoire à long terme. Il peut pas créer des raisonnements comme ça qui vont et viennent dans le temps. Et il se plante encore pas mal. Mais il coche beaucoup de cases quand même, qui jusqu'ici étaient du domaine de la psychologie. Tu vois. Et ça, c'est quand même déjà assez extraordinaire. Dans notre époque, c'est qu'on commence à se dire qu'on doit évaluer des logiciels avec des outils de la psychologie. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Ça ne veut pas dire que les IA modernes sont des esprits artificiels, conscients, des trucs comme ça. C'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est quand même leurs capacités, qui sont impressionnantes et utiles, hein, vont peut-être nous pousser à remettre encore, finalement, en question la définition aussi de ce qu'on entend par intelligence. Et c'est d'autant plus vrai que les GPT, les Palm, les Llama, c'est pas la fin de l'histoire, hein, c'est le début. Vraiment, c'est le tout début. Parce que, il y a plein de trucs, genre, ça, on pourra en reparler dans d'autres épisodes, mais effectivement, il y a encore, même peut-être dans des hebdos, hein, où on couvre l'actu, il y a encore plein de choses qui évoluent, plein de découvertes et d'innovations qui arrivent, et c'est, donc évidemment, c'est loin d'être la fin, quoi. Je ne peux que vous renvoyer au passage, si vous ne l'avez déjà pas vu, enfin ça paraît idiot parce qu'on va recommander un truc qui est déjà largement répandu, mais je trouve que c'est assez à propos. Il y a la dernière vidéo de David Louapre de la chaîne Science Étonnante, ce qui se cache derrière le fonctionnement de ChatGPT, où justement il réaborde un petit peu ce qu'on considérait comme de l'intelligence ou de la connaissance, et qui est effectivement de la restitution, comme tu nous l'avais déjà expliqué, de construction de mots les plus probables les uns derrière les autres. J'envisage donc de faire deux autres deux autres émissions sur l'IA où on va rentrer dans les détails. Et le but, c'est d'ouvrir le bide à GPT. Hein. C'est on va le faire une dissection de GPT et de voir ce qu'il y a. On va le faire sans anesthésie, s'il te plaît. Ce sera beaucoup plus rigolo. Il faudra attendre un petit peu, mais ça va venir. Peut-être que si on a plein de messages qui réagissent à cet épisode et plein d'appels du pied pour que ça arrive, peut-être que ça arrivera plus vite que ce qui est prévu. Comme vous savez pas quand c'est prévu, on pourra toujours mentir. C'est tout l'intérêt de cette approche. Merci infiniment, Guillaume, pour le travail de ce dossier qu'on va valoriser au mieux possible, mais je ne doute pas que les auditeurs qui seront à ce stade de l'écoute en voudront toujours plus et donc voudront aussi partager cet épisode à leurs proches, comme je vous y ai invité au début et en introduction. En attendant, on vous rappelle les incontournables. Si jamais vous trouvez que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour envisager un soutien financier. Rendez-vous également sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict pour laisser un petit avis et nous dire tout le bien que vous pensez de Tech Café. Si jamais vous voulez des résumés de l'actu chaude, donc très éloigné de ce format d'épisode, rendez-vous dans quelques jours. Chaque mardi soir, il y a un épisode hebdomadaire qui vous fait le tour de l'actu chaude. Vous pouvez également interagir avec nous et notamment sur les réseaux sociaux et notamment peut-être suivre plus d'infos avec Guillaume Poggiaspala en le retrouvant. Et tu vas nous dire tout de suite, Guillaume, où on peut te retrouver. Là, sous DOSBox, en train de discuter avec Racter. Ah, formidable. Moi, je vais continuer avec Elisa parce que j'ai une thérapie à faire et j'ai l'impression qu'elle touche du doigt certains éléments essentiels de mon bien-être. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux un peu partout et dans Tech Café. Également dans Contrôle Parental, un podcast dédié à la parentalité, et dans Relife, un podcast dédié à l'amélioration du quotidien et au développement personnel. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.